Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la deuxième saison des Agents Libres. Comment ça va, Corb? Ça va, toi? Ça va très, très bien. Bien excité de commencer cette deuxième saison-là. On a eu vraiment une première, mettons, qu'on on pensait vraiment, on ne s'attendait pas à ça, là, mais là, Pas du tout, là. je pense qu'on va upgrader un peu nos affaires. Entre autres, on peut voir dans ton écran ton nouveau micro. On espère que le J'ai son, un nouveau micro. moi aussi. Donc, on a aussi, comme les gens ont vu, une nouvelle intro. Intro qui a été, on trouve bien cool. Là. Cord, tu me trouves un peu baveux dans l'intro, mais moi, j'aime ça. Un peu coq, je Un dirais. peu coq, un peu coq. C'est parfait, ça. Mais on remercie TVC d'Argenteuil d'avoir produit cette intro-là. TVC d'Argenteuil qui sont partenaires avec nous cette année. On va être diffusé à la télé. Donc, les gens qui ont Vidéotron à MATV 906, 609 et le 9, en fait. Donc, Spécifique, c'est pas Québec-wide, là, c'est Argenteuil, comté d'Argenteuil, donc Saint-André-Argenteuil, La Chute et ces endroits-là. oui, Très important. exact. Donc, c'est ça. Les jeudis soirs, 19h, vous pouvez vous rendre sur TVC pour nous regarder. Sinon, l'horaire tvcdargenteuil.com. Aujourd'hui, on a deux. Il y a notre nouveau logo aussi. J'allais sauter par-dessus le logo, là, mais on a changé notre logo aussi. Laissez-nous Ouais. savoir si vous appréciez plus que le premier. C'est quand même toujours cool de vous lire aussi sur nos plateformes. Deux partenaires aujourd'hui, Corb. Un qui Mhm. est arrivé pendant la première saison, puis un nouveau. Je te laisse y aller avec le premier. Parfait. Ben, le premier, c'est des gars qu'on vous a déjà parlé dans la saison numéro 1, c'est Northern Baller, le gear que vous voyez qu'on porte. J'ai reçu aujourd'hui en main propre de GF qui a reçu par Michael et Olivier, là, les deux copropriétaires de Northern Baller, du chandail pour n'importe qui a le goût de faire du sport. C'est pas des t-shirts en coton normal. On parle d'une très bonne qualité. Je viens de l'essayer. Ça fait quelques minutes que je l'ai reçu. Puis je suis vraiment très bien. Ça Ouais. respire. Ouais, clairement, là, des vêtements haut de gamme. Puis présentement, ils sont à liquider là, la collection, leur première collection qu'ils ont sortie. Fait qu'il y a des très, très bons deals sur leur site directement, pardon. Et puis, allez voir ça. Là, c'est un petit logo bien simple, mais super Ouais, à tout à l'aise dans fait. le linge, ça bouge bien. Puis, on les encourage, deux maudits bons gars qui sont bien impliqués aussi dans la communauté. Oui, exact. Puis moi, j'ai le coton ouaté. Honnêtement, il y a quelques cotons ouatés là, différents, mais lui, pour vrai, très confort. Puis là, l'hiver, ça peut apparaître aujourd'hui là, avec le 20 degrés, mais l'hiver s'en vient. Fait que ça peut être des beaux cadeaux de Noël, des beaux cotons ouatés. Moi, Mick et Olivier sont super sharp avec nous autres, fait qu'on les salue. Moi, j'y vais avec le deuxième. C'est un petit nouveau. Ouais, David, tu le connais aussi. Moi, j'ai joué au baseball à ouais. Balmol cette année avec lui. Super bon Jack. Joe Grenier de Construction Solimax. Je salue aussi d'ailleurs. Joe est dans le domaine de la construction depuis 20 ans. Sur la rive nord, particulièrement plus Saint-Jérôme, Saint-Sauveur et ce coin-là, Tremblant même, Mhm. mais il se concentre sur la rive nord principalement. Solimax, qui sont contracteurs généraux, donc les gens qui ont besoin d'un contracteur. Joe, non seulement est solide dans son métier, mais c'est un solide joueur de balle. En plus, il m'a vraiment étonné, mais c'est une bonne personne pour vrai, il est super cool. Donc, les gens qui aimeraient le rejoindre au 514-290-2326, ça va lui faire un plaisir de vous répondre. Donc, aujourd'hui, Construction Solimax et Norton Baller, merci beaucoup de nous supporter. Merci, messieurs. Dernière petite chose, on rappelle aux gens notre site internet, lesagentlibres.com. En fait, ça vous envoie directement sur notre page YouTube. Toutes les vidéos sont là. Donc, cette année, on va faire ça on va faire ça différemment. Il va y avoir plus de vidéos. On va sectionner un peu nos segments d'émission. Donc, il va y avoir beaucoup de contenu cette année. Puis, vous pouvez toujours nous suivre sur notre page Facebook, Instagram, Twitter, sur tout ce qui est audio. Donc, Spotify. Puis, David, toi, t'aimes bien aller sur Balado Québec, je Balado. pense. Exact. Donc, Oui, parce que moi, ce que j'aime, c'est écouter l'intégrale. Donc, en fait, intro, entrevue et même les chroniques à la fin. Donc, sur Balado, on continue à voir l'entrevue au complet. ouais. Puis, je me tanne là, quand même de voir la face à JF quand ça dure une heure et demie. Ça fait que il y a ça aussi qui va en ligne de compte. Il y a, Ouais. il y a des choses qui ne changent pas, par contre, avec la Ouais. saison 2. Je voulais savoir, toi, JF, es-tu en train de boire quelque chose? Ça, c'est un autre de nos collaborateurs, Ben oui, David, pas c'est David, des mais réguliers. Max et Joël, qui nous supportent depuis le début aussi, qui nous aident à
En fait, toi, il t'aide à me supporter pendant 1 heure et demie. C'est plus ça que. Exact. Tu sais, hein? Fait que, écoute, moi, je suis allé avec. Là, on parle de Sir John, évidemment. Sir John, qui nous ont fourni, a fait un rallye la semaine passée, complètement fou. Puis moi, je bois une très bonne bière, là, ça s'appelle l'Autoroute de la Mort. Une collaboration avec Brasserie Bas-Canada. Pour moi, c'est les 2 meilleurs au Québec présentement. Affaire. C'est super bonne, une bonne IPA. C'est une excellente bière. Si je ne me trompe pas, dans les 8%, oui, 8,2. Ouais. Mais qui goûte assez léger, là, qui goûte très, très léger, même c'est un peu dangereux, donc à boire avec modération. Carb, aujourd'hui, un spécial golf, un spécial Masters. Mais moi, pour vrai, je suis vraiment content de l'invité qu'on a aujourd'hui. Encore une fois, on l'a répété une couple de fois, là, mais les invités, on les approche, ils ne nous connaissent pas. Puis la plupart, je dirais 99% du monde, ils ont embarqué dans le projet, ils ont embarqué avec nous autres. Puis c'est la même chose pour notre invité d'aujourd'hui, qui est François-Étienne Corbin, qui est allé au Masters lui-même couvrir pour RDS 7 fois. Vraiment, pour vrai, c'est une entrevue qui va être cool. Vraiment hâte. Yes, fait qu'on s'en va à cette entrevue-là avec François-Étienne Corbin. Merci d'être là, tout le monde, puis on se reparle bientôt. François-Étienne, comment ça va? Ça va bien. Drôle d'année, drôle de semaine de Masters au mois de novembre, mais ça va bien. Ouais, ça va bien. Ouais. François-Étienne, merci de te joindre à nous. C'est vraiment, vraiment cool. On voulait absolument parler du Masters, puis on pense que tu es pas mal la meilleure personne pour nous en parler au Québec présentement. Il y en a d'autres bien bons, me dire. Mais c'est sûr que j'y suis allé à quelques reprises, alors je connais bien le terrain, je peux vous donner une coupe de Q. C'est ça, exactement là que je veux t'amener. Ben, ça va passer par autre chose, mais ta casquette que tu as sur la tête, Original Masters, directement pris à Augusta. Ça, c'est un de mes trop nombreux achats dans la boutique du Augusta National. En plus, il faut savoir que pendant le Masters, ils ont donc des souvenirs comme ça du Masters, mais aussitôt que le tournoi est terminé, tu ne peux plus trouver de marchandises comme ça sur le site, même si tu es invité par un membre. Puis là, c'est des souvenirs du Augusta National Golf Club. Donc, avec un logo différent, puis un autre genre de branding. Là. Mais oui, j'ai dépensé pour moi-même plusieurs centaines de dollars au fil des ans. C'est tout le temps un défi de se retenir quand tu rentres dans la boutique parce que c'est comme un immense Toys R Us, mais avec juste des trucs reliés au Masters. C'est de toute beauté. C'est clair. Tu es allé 7 fois, hein, je pense, c'est ça? À chaque année depuis 2013. Okay. Mon premier Masters, ça a été celui remporté par Adam Scott en prolongation contre Angel Cabrera dans la noirceur, puis il pleuvait. C'était vraiment une belle façon de commencer mon aventure là-bas, mettons. Là. C'est celui pour lequel mes souvenirs sont le plus clairs. Okay. La journée du dimanche, là, je me rappelle à quel point j'avais froid parce qu'on n'avait pas annoncé la pluie qui tombait. C'était un peu une surprise. Puis c'était juste une petite pluie fine, mais il faisait juste assez froid pour que ce soit vraiment désagréable. Puis je me souviens d'être allé à la boutique pour m'acheter un parapluie, puis devant moi, la blonde me disait quelque chose, puis quand elle s'est retournée, c'était Paulina Gretzky. Il y a pris comme rencontre. Oui, c'est ce genre de rencontre que tu peux faire pendant le tournoi, ça. Tu parles de ton premier, que tes souvenirs sont le plus clairs. Il faut revenir sur celui de l'année passée, là, probablement un des plus historiques des dernières années. Comment c'était d'être là-bas live quand Tiger revient après toutes ces années et ramasse le Masters? C'était assez fou. C'était assez fou. Moi, j'ai essayé de faire ce que je fais à chaque année lors de la ronde finale, c'est-à-dire tout de suite après mon intervention en direct, quitter mon poste d'intervention et aller suivre le dernier groupe sur le terrain. C'est ça que j'ai fait toutes les années depuis les débuts, depuis ma première fois. Puis avec Tiger, l'année passée, c'était pas possible. Il y avait trop de monde. Je me souviens de courir à chaque trou, en fait, pour essayer de voir un peu ce qui se passe. Tu t'étires le cou pour essayer de voir la balle, puis c'était parce qu'il y avait des gens qui étaient cordés à chaque trou puis qui attendaient que Tiger arrive. Ce qui fait que tu ne pouvais pas te faufiler, finalement. Puis au 9e, je me souviens avoir vu quelque chose un peu, puis de m'être dit, OK, j'arrête. Puis je m'en vais regarder ça dans le bureau de TSN avec mes collègues là-bas. Puis je vais plus voir ce qui se passe finalement. Ce qui fait que j'ai regardé
toute la conclusion du tournoi avec les gens de TSN, puis avec David Hearn, qui est un golfeur professionnel aussi, qui agissait comme analyste pour TSN au cours des dernières années. Puis c'était le fun de regarder la ronde finale avec lui, parce qu'il calait les shots d'avance. Molinari, à un certain moment, il se met dans le trouble, mais il n'a pas l'air tant dans le trouble que ça pour nous autres. Puis lui, il dit « Ah non, il est dans le trouble parce que de là, il y a des branches, il ne peut pas jouer la balle, la shot qu'il vous devrait jouer, ce qui fait qu'il va tout faire pour espérer ne pas se mettre à l'eau. » Puis la suite a fait que, il a eu raison, puis Tiger a pris les commandes du tournoi pas longtemps après. Là. C'était une autre expérience l'année passée, mais c'était le fun à vivre aussi. Puis quand les gens de TSN, finalement, m'ont quitté sur les derniers trous parce qu'eux devaient aller faire une intervention à la télé, je me suis retrouvé tout seul dans le bureau. Puis il y a une dame de l'entretien ménager qui est arrivée. Puis elle a dit « Excusez-moi, est-ce que je peux regarder ça avec vous? » J'ai dit ben oui, madame, pas de problème, rentrez. Parce que les télévisions sont rares dans le building, en tout cas, ils ne sont pas dans les corridors. La dame, c'est une Afro-Américaine. Puis là, elle se met les deux mains comme ça, là, puis c'est comme si elle priait pendant la fin de la ronde de Tiger. Puis une fois qu'il a eu gagné, elle remerciait le bon Dieu pour ce qu'elle venait de vivre. Puis là, moi, voyant ça, j'étais là, complètement abasourdi, mais en fait, les larmes se sont mises à couler sur mes joues parce que je voyais l'importance que ça avait pour elle, puis pour toute une communauté, finalement, de revoir Tiger gagner quelque chose. Tu sais, il a fait beaucoup, dans le fond, quand on y pense, Tiger Woods aussi, contre le racisme aux États-Unis. Il a aidé à faire baisser les barrières. C'est le fun parce que cette année, en plus, on honore Lee Elder, qui a été le premier Afro-Américain à jouer au Masters. Puis à partir de l'an prochain, il va être du coup de départ honoraire en compagnie de Jack Nicklaus et Gary Player. Donc tout ça se rejoint finalement. Puis l'an dernier, ça a été spécial d'une autre manière finalement pour moi là-bas. Comment est-ce que tu vis l'émotion? Moi et David, on a une petite différence d'âge, là. Mais Tiger, pour moi, c'est le golf. Toute ma vie, j'ai suivi Tiger. Puis pour moi, de voir Tiger l'année passée, pour vrai, là, puis j'ai connu en 93 la Coupe Stanley du Canadien, là, un peu, j'étais plus jeune, là, mais pour moi, c'est le même genre d'émotion que j'ai vécu. Moi, j'ai eu la larme à l'œil. Là. Tiger, c'était émotif pour moi. Comment toi, tu as vécu ça comme journaliste sur place? Parce qu'on dit souvent « there's no cheering in the press box », là, mais là, on n'est pas au Centre Bell. Ouais. Moi, à la base, je ne sais pas si c'est à cause du journalisme et du fait que j'ai étudié là-dedans, mais j'ai arrêté d'être fan un jour. Okay. Où je le suis très peu. C'est peut-être à cause des peines d'amour que j'ai vécues quand tu y penses. Moi, j'étais à Québec, puis j'ai vécu le départ des Nordiques. Après ça, je m'en viens à Montréal, puis je fais le reportage de la journée du départ des Expos. On dirait que ça a été trop à accumuler au fil des ans. Puis, je suis très peu fan, mais puis au golf, c'est spécial parce que c'est aussi un sport individuel, puis au fil des ans, tu en côtoies quelques-uns. Je te dirais que si Adam Hadwin avait une chance de gagner dimanche, là, je crierais sur un moyen temps. Là. Ah ouais, OK. Parce que, tu sais, c'est un de ceux que j'ai côtoyé le plus proche, là, en étant le plus près de lui, puis en jasant avec lui, même pendant la Coupe des présidents, juste avant son départ, on marchait sur le terrain ensemble. Puis quand un golfeur t'appelle par ton nom, déjà, tu as une relation avec lui qui est différente de celle que j'ai avec Tiger Woods. Ouais. Tiger, oui, c'est le golf, comme tu le disais, mais j'ai pas été aussi impressionné la première fois que j'ai vu Tiger. Puis attention, j'ai été impressionné, oui, mais pas autant que quand j'ai vu Jack Nicklaus puis Arnold Palmer sur le terrain où là, mes genoux se sont mis quasiment à claquer. Là. Okay. Parce que pour moi, ça, c'était le golf. Ça, c'est eux que j'ai vus en premier, moi, assis sur les genoux de mon grand-père. Fait que ça a une autre signification. Puis en vieillissant, ben on vibre pas de la même manière, forcément, là. Mais les voir, eux, ces légendes-là, ça a été marquant pour moi là, les premières années quand je suis arrivé à Augusta. Okay. Là, tu parles d'être ses genoux à ton grand-père et de regarder le golf. C'est un peu là que je voulais t'amener. François-Étienne Corbin, toi, tu tripes sur le golf depuis toujours. Ça s'est découvert avec les années, cette passion-là. C'est quoi ton background golf en arrière de tout ça? Ben,
c'est mon grand-père vraiment qui m'a amené vers le golf parce que mon grand-père avait un chalet, puis le dimanche au chalet, on savait que même s'il faisait beau dehors, mon grand-père allait être en dedans à regarder le golf. Okay. Ce qui fait que souvent, je me retrouvais avec lui à regarder quelques trous dans sa compagnie, tu sais, puis là, il me racontait tout le temps ses histoires de golf au club de golf de Lévis, puis il me décrivait les trous, puis ses histoires de gambling avec des vieux monsieur dont je me foutais éperdument, mais ça venait me chercher quand même. Oui. Puis un jour, il m'a amené jouer avec lui, puis là, je pouvais enfin comprendre de quel trou il parlait au club de golf de Lévis, puis là, ça devenait plus concret. C'est lui qui m'a donné mon premier sac de golf aussi, qui avait appartenu à mon cousin avant, un tout petit sac ridicule, là, vraiment pour débutants, là, avec une coupe de bâton, là, mais un sac pour enfants, finalement. Puis je me souviens d'aller frapper des balles de golf sur le bord du fleuve Saint-Laurent avec mon chum de l'époque, Jean-Pierre Leclerc. C'est de même qu'on apprenait à nous autres. On frappait des balles sur la grève à Saint-Michel-de-Bellechasse. C'est pas très bon pour les bâtons, mais autrement dit, j'ai appris à frapper des balles de golf par moi-même à cause des bâtons que m'avait donné mon grand-père. Puis après ça, je peux pas dire que j'ai été... je suis devenu un golfeur tout de suite, mais plus dans ma vie adulte, là, c'est là que j'ai commencé à avoir plus les moyens de jouer au golf puis de le faire à l'occasion. J'ai été membre au club de golf de l'île de Montréal pendant quelques années. Puis après ça, ben là, quand tu as un enfant, ben tes priorités changent. Fait que j'ai joué 9 trous dans les 2 dernières années, aussi parce que j'ai des gros problèmes de dos présentement. Mais c'est un peu ça mon background personnel. J'ai envie, c'est sûr qu'on veut parler du Masters, mais avant d'aller vers le Masters qui est en fin de semaine, j'ai envie de savoir, moi et David, on te connaît très bien là, comme journaliste, mais ceux qui ne te connaissent pas, fais juste nous parler un peu de ton parcours. Pourquoi le journaliste sportif, ça vient de où? Hey, écoute, quand je suis sorti de l'école secondaire, ou en tout cas quand j'étais sur la fin de l'école secondaire, je me rendais bien compte que tout ce qui m'intéressait, moi, ça touchait aux médias ou aux communications. Puis j'avais de la famille en pub, 2 oncles qui travaillaient dans ce domaine-là. Puis pendant un bref instant, j'ai eu envie d'être concepteur publicitaire, mais je n'étais pas sûr. Puis là, j'ai commencé une session au cégep Lévis-Lauzon en sciences humaines, puis après 3 semaines, c'était clair finalement que je ne voulais pas aller à l'université puis que je voulais aller faire le cours d'art et technologie des médias au cégep de Jonquière. Donc, j'ai appliqué puis j'ai été retenu pour l'année suivante. Puis en arrivant là-bas, encore là, je me disais, sûrement la publicité. Puis finalement, j'ai bifurqué vers la radio puis la télé parce que tu peux, dans le fond, prendre des cours qui vont toucher un peu tout ça. En tout cas, à l'époque, c'était comme ça. Puis j'ai fait mon stage à RDS. Okay. J'ai fait beaucoup d'impro au cégep, ce qui m'a un peu aidé à développer mon sens de l'improvisation en ondes, puis la touche que j'y ai mis à Sport 30 au fil des années, qui était un peu humoristique, elle venait de ce background-là aussi, de ce que j'avais fait au cégep, ben des spectacles loufoques aussi. Puis, c'est ça. Fait que, dans le fond, en faisant mon stage RDS, puis qui m'engage après, après ça, j'ai juste poursuivi mon développement. Puis, je suis allé faire un petit tour pendant 1 an et demi aussi, faire de la radio au Saguenay dans une émission du matin. Puis, ça, écoute, j'ai commencé en 2000 à RDS. C'est déjà, là... Ça fait déjà quelques années. C'est la moitié de ma vie là, que j'ai passé à RDS. Là, fait que, tu sais, dans cet univers-là, présentement, qui est hyper fragile, je me considère extrêmement chanceux d'être encore à l'endroit qui a marqué ma jeunesse aussi, puis qui a une place tellement importante dans mon cœur. C'est ma 2e maison, RDS. Oui, avec tout ce qui se passe un peu partout dans les médias francophones, surtout sportifs présentement, c'est sûr. Mis à part, j'ai une question que je vais te poser, mais mis à part aller au Masters, voir Palmer et Nicklaus, quel moment golf que tu as couvert qui t'a marqué le plus? Il y en a 2 autres vraiment importants. La Coupe des présidents à New York, ça a été très, très cool. Puis le championnat des joueurs, le Players, au TPC Sawgrass, que j'ai... En fait, là-bas, j'ai décrit le tournoi à quelques occasions sur place. Puis ça, c'est particulier parce qu'à RDS, on n'a pas l'occasion souvent de les décrire des tournois de golf.
directement sur le site. Mais là, avec une entente avec la PGA, pour ce tournoi-là, ils font une espèce pas un grand studio, mais une grande vanne avec des booths de son pour les différents réseaux internationaux qui sont appelés à décrire le tournoi et qui ont les droits de diffusion finalement. Fait qu'ils invitent des réseaux comme RDS, ESPN Latino, il y avait un réseau de la Suède à côté de nous aussi. Donc, ça, c'était le fun aussi parce qu'en même temps, tu rencontres des gens qui font le même métier que toi, mais ailleurs dans le monde. Mm-hmm. Puis, c'est l'occasion de discuter du sujet qu'on couvre avec eux. Puis des fois, quand tu as une question, ben, tu as la réponse 2 minutes après parce que tu vas voir le descripteur sud-américain puis tu lui dis « Hey, tel nom, vous le prononcez comment, vous? Yeah. » Tu peux vérifier exactement à la source puis te rendre compte que finalement, ben, soit tu es dans le champ ou pas vraiment parce qu'eux autres mêmes, ils ont 2 prononciations pour le même nom de famille. Mais ça a été le fun de le faire là-bas sur place. Le Players, la première fois que tu mets les pieds là, tu constates en partant que c'est vraiment différent comme ambiance par rapport au Masters. C'est extrêmement festif. Okay. Puis, c'est un beau trip à se payer pour n'importe quel amateur de golf d'aller voir le Players parce que c'est plus accessible que le Masters, mais tellement le fun aussi à faire. C'est pas la même ambiance nécessairement que le Waste Management à Phoenix, qui est l'autre endroit sur le circuit où j'aimerais beaucoup aller travailler un jour. Parce que là-bas, c'est la folie. Là. C'est une beuverie pendant une semaine. Le Players, c'est pas loin de ça, selon certains endroits sur le parcours, mais c'est tellement, tellement festif. Puis c'est pour les gens qui pensent que le golf est hyper rigide, de se déplacer et d'aller voir un tournoi comme ça, tu constates que finalement, un tournoi de golf, c'est le contraire de l'étiquette qu'on a avec le golf, avec le petit polo, puis d'être bien mis sur le parcours. Puis d'être des culottes, puis... C'est ça, tu sais. Si tu vois des gens en jeans puis un t-shirt quasiment déchiré là, sur des tournois comme ça, là, puis plusieurs consommations, là, c'est... ça rend-tu la chose plus difficile pour les joueurs, ça? Quand il y a une ambiance festive comme ça? Ben, ce qui est difficile pour les joueurs, c'est la même chose au tennis qu'au golf. C'est quand c'est calme, s'il y a un bruit qui vient de nulle part, là, ça te surprend, ça te dérange. Mais quand c'est festif et que les décibels sont à un certain niveau très, très élevé de façon constante, tu t'habitues à ça, puis tu es dans cette zone-là, puis un bruit va moins te déranger parce qu'il ne va pas se démarquer des autres. Okay. Ce qui fait qu'on a vu souvent des golfeurs arriver à Phoenix, puis justement faire ça même pour faire lever la foule puis avoir encore plus de bruit, tu sais. Je pense que ça ne serait pas non plus désagréable si on avait tout le temps ce genre d'ambiance-là. Ouais. On s'y habituerait en Moses. Oui, tout à fait. Masters, comment est-ce que quelqu'un comme toi, exemple, la première fois surtout, mais comment on se prépare comme journaliste pour aller couvrir le Masters? Comment on se prépare la première fois puis les fois suivantes? Ça doit être différent à chaque fois. Oui. Ben, tu es rendu à ta 6e ou 7e fois, tu connais quasiment le parcours par cœur, puis les histoires concernant le Masters, tu les connais toutes. Puis c'est juste de faire un petit refresh sur la saison de golf en cours, puis t'assurer que tu n'as rien manqué. Mais même, malgré tout, tu as tout le temps l'impression que tu n'es pas assez préparé. Puis tu vas l'être, tu vas trouver les réponses à tout. Mais moi, c'est ce sentiment-là qui m'habite tout le temps. Okay. Je vais être sûr de rien manquer. Puis encore là, j'ai préparé des capsules pour cette semaine pour RDS. Puis là, tu commences, puis tu te dis, mais est-ce que je vais y arriver à en pondre un paquet, puis plein d'autres, puis là, tout d'un coup, tu découvres ça, il y a une nouvelle qui pop, puis ça t'inspire autre chose. La préparation, elle change, elle peut changer d'année en année, finalement, mais c'est surtout la première fois qui était... J'avais l'impression que je m'attaquais à un pan d'histoire énorme, puis tu arrives là, puis tu veux faire les meilleurs reportages possibles, puis faire découvrir les lieux aux gens qui vont te regarder à la télé. Après ça, tu découvres c'est quoi tes limites exactement sur le terrain parce que c'est pas tout qui est permis. Tu sais, déjà, au Masters, tu peux pas avoir ton cellulaire sur le terrain avec toi. C'est interdit pour les spectateurs, puis c'est interdit pour les membres des médias aussi. Il faut que ton téléphone cellulaire, tu peux seulement l'utiliser au Media Center quand tu es à l'intérieur, finalement. Puis si tu te fais prendre avec ton cellulaire à l'extérieur, ben, tu peux perdre ton accréditation.
pas trop pratique pour Pas couvrir le tournoi. souhaitable. Ouais, c'est ça. Puis j'imagine Donc, que quand tu arrives là-bas, puis tu échanges avec les autres journalistes des autres réseaux, tu arrives là, tu penses que tu n'es pas préparé, mais finalement, ils font sensiblement la même pattern que toi, puis ils vont t'amener des idées peut-être pour donner un bulletin, tu sais, ceux qui sont là depuis quelques années. Non, mais la culture américaine aussi est bien différente de la nôtre. Tu sais? Ils fonctionnent bien gros sur moi j'ai de l'information que toi t'as pas, ou Okay. ils essayent vraiment d'avoir le scoop. Puis, quoi qu'au fil des ans, moi j'ai remarqué un changement d'attitude chez les journalistes. Au début, ça se battait vraiment pour avoir une place, pour placer son micro devant Tiger Woods et tout. Puis au fil des ans, d'ailleurs, nous, on est arrivé une année avec une perche. Puis là, tout le monde nous regardait genre hey, wow, c'est donc bien une bonne idée, ça. Ben oui, parce que vous n'aurez pas besoin de vous battre comme des imbéciles dans le scrum, dans la boîte devant le golfeur, parce que moi, je peux être à l'autre bout, puis je vais avoir le même son que vous, puis la même qualité d'interview que vous, finalement. T'sais. Fait qu'au fil des ans, là, tout le monde est arrivé avec une perche, puis il y a un genre de civisme qui s'est installé. Ça donne plus de place pour travailler. Oui, c'est ça. Puis, nous, on est habitués avec ça au hockey, parce que dans les vestiaires de hockey, c'est souvent des endroits assez restreints devant les casiers des joueurs. Donc, les journalistes qui coulent le golf aux États-Unis, ils font que le golf généralement, ou très, très peu font plus d'un sport. Puis, c'est ça, l'attitude des médias a changé au fil des ans, mais puis, quand tu y retournes aussi, tu développes une relation avec d'autres journalistes, justement, que tu n'avais pas les premières fois, parce qu'au début, ils te regardent genre, t'es qui toi? Puis surtout que tu te poses une question, puis là, j'ai un pas pire anglais, mais j'ai forcément un petit accent quand même. Puis là, ils sont comme, c'est quoi cet accent-là? Je veux tout le temps me rappeler de ma première question à Phil Mickelson qui me regarde genre, excuse me? Ah ouais? Quelle était cette question? Hey, je ne me rappelle même pas. Okay. C'est une question vraiment banale, mais lui, juste son oreille de s'y faire à un autre genre d'anglais articulé différemment, une voix qu'il ne connaissait pas. Il me regarde, puis là, ben, forcément, moi, la patate, elle se fait aller. Tu as Phil Mickelson qui te demande de répéter la question. Est-ce que c'est parce que je l'ai massacré tant que ça? Non, c'est juste, c'est le moment qui a fait ça. Puis, ouais. Puis après ça, au fil des ans aussi, tu comprends que tu n'as pas nécessairement besoin de poser des questions devant les golfeurs. Tu sais, il y a tellement d'autres journalistes qui sont là et qui veulent avoir les mêmes réponses que toi. À moins que tu aies une question bien précise à laquelle tu veux la réponse, tu sais, la réponse que tu cherches, ça va venir d'une autre entrevue. Puis, par contre, il y a des moments où tu demandes à un golfeur en entrevue puis que tu es tout seul avec lui ou vous êtes 2, 3, bien là, forcément, tu vas poser des questions, mais les gros noms, c'est très, très rare que tu vas être tout seul avec un gros nom. Ça m'est arrivé avec Rory McIlroy une fois ou deux, avec Jason Day une fois ou deux. Mais Sergio Garcia aussi, ils sont tous hyper sympathiques, ces trois-là. Là. Je me souviens d'une entrevue avec Jason Day qu'on était 2 journalistes, puis à la fin de l'entrevue, il continue à jaser avec nous autres. Lui, il avait du fun. Sa ronde était finie, on était en début d'après-midi, puis je pense que s'il avait pu s'ouvrir une bière et jaser avec nous autres, il l'aurait fait. Là, il avait l'air d'un cool guy. Jason Day a l'air de ça. Sergio va manquer le tournoi cette année, malheureusement. Ouais, COVID. Ouais. C'est la vie, hein? Qui, selon toi, ça a l'air de quoi pour toi en fin de semaine? C'est les expectations, c'est quoi? Attends un peu, j'ai une petite question avant qu'on aille là. Moi, j'irais sur... Toi, tu l'as vu à 7 reprises. Y a-t-il des affaires qu'on ne voit pas à la TV sur le layout, sur comment c'est fait? C'est là qu'ils vont aller chercher le bird, c'est là qu'ils vont faire des bogeys. C'est quoi qu'il faut qu'on regarde qui est tricky là, en fin de semaine? Ce qu'on comprend moins à la télé, c'est la dénivellation. Donc, vraiment, il y a des trous, il y a des pentes très, très présentes. Puis, on comprend moins à la télé aussi à quel point les verres sont surélevés. Puis, c'est là où, quand tu discutes avec un caddie de l'endroit, tu comprends la chose parce qu'il va te dire, exemple, sur un coup d'approche à 125 verges, tu ne peux pas jouer 125 verges. Parce que si tu joues 125 verges, ta balle va atterrir près du trou, mais elle va débouler en bas du verre qui est surélevé, ce qui fait que tu vas te retrouver à court de 40-50 verges.
Donc, pour un coup de 125, par exemple, sur un trou donné, il y a des fois où tu dois jouer 150 pour espérer que ta balle se rapproche le plus possible. Tu ne peux pas toujours être agressif sur ce terrain-là. Le terrain va te tuer. C'est ça qui est le plus difficile à comprendre quand on met les pieds là-bas pour la première fois et ou pour certains golfeurs, même professionnels, qui vont jouer là pour la première fois. Parce que là, souvent, eux, ils vont travailler avec leur cadé avec lesquels ils sont habitués de travailler, mais ils ont besoin d'aller chercher de l'information puis d'aller faire des rondes de pratique avec des vétérans qui connaissent bien le terrain puis qui vont leur donner un max d'infos pour comprendre c'est quoi la game là-bas. Puis c'est ça qui fait que c'est tellement difficile à gagner pour un gars qui arrive là pour la première fois puis que c'est pas arrivé en fait depuis 79. Là, c'était Fozzie Zeller qui avait gagné le tournoi en étant là pour la première fois de sa carrière. Sinon, bonne chance. Là. Bonne chance. C'est vraiment tough. Ouais. Donc, oui. Les expectations pour toi en fin de semaine, qui se démarque selon toi? Ben, j'ai hâte en tabarnouche de voir comment ça va se jouer cette année. Parce que les premiers échos qui viennent de là-bas, puis des golfeurs qui sont habitués de cette région-là, ou qui viennent de la Géorgie ou autour, puis qui ont connu ce terrain-là à cette période de l'année, ils disent tout, attendez-vous à ce que ça se joue plus long comme terrain. Ce qui fait que ça devrait théoriquement avantager des longs cogneurs qui frappent droit. Parce qu'en plus, le terrain, il attend de la pluie, donc il n'y aura pas un très, très gros roulement. Les gars qui ne frappent pas la balle loin là, cette semaine, là, ça pourrait qu'ils trouvent le temps long. C'est sûr que sur le circuit, présentement, il y en a de moins en moins, là, mais je pense à un gars comme Mike Weir, là, qui déjà est sur le circuit des champions, il est passé à autre chose, mais tu sais, bonne chance. Ça va être vraiment ardu. Puis, ce qui rend ça encore plus intéressant aussi cette année, c'est tout ce qui ressort du tournoi en prévision avec les premiers échos venant de Bryson DeChambeau qui a travaillé sur sa puissance dans toute la dernière année. Puis là, tu réalises, OK, c'était pas juste pour son jeu en général qu'il le faisait. Ouais. C'était pour Augusta. C'était pour Augusta. Puis là, en plus, le fait qu'il n'y ait pas de spectateurs et de gradins sur le terrain, là, on va voir le terrain différemment à la télé. Puis les golfeurs aussi. Parce qu'ils vont pouvoir, avec la puissance, comme DeChambeau, lui, il l'a dit carrément, ça fait partie de son plan de match. Il y a des trous où il va passer, il va aller sur l'allée voisine pour se donner une meilleure shot pour son deuxième coup. Tu sais, ça va être une façon de faire complètement différente. Puis là, visiblement, il va y avoir juste DeChambeau dans un monde à part au niveau de la puissance. Les premiers chiffres qui sont sortis, là, qui a annoncé, il a publié ça sur Instagram, je ne sais pas si vous l'avez vu, là, mais il a frappé 400 verges dans les airs avant que la balle tombe. Carry. De carry. Puis là, cette semaine, à Augusta, 362 verges et plus, assez fréquemment, apparemment, là, les chiffres qui viennent du terrain de pratique. Jack Nicklaus a dit que ça se pourrait que Bryson DeChambeau atteigne le vert du premier trou sur son coup de départ cette semaine, si les conditions le permettent. Dépendant où les tee-offs sont placés. Ben, le tee-off est toujours au même endroit. C'est dépendamment du fanion. T'sais, ils vont l'avancer ou le reculer de 5, 10, 15 verges. Là. Mais c'est tout le temps à peu près le même tertre. Ça dépend plus de est-ce qu'il y a un vent d'eau, l'air, c'est comment, est-ce qu'il pleut. Puis ça, Bryson DeChambeau étant un scientifique fou, lui, il va tout calculer ça, puis voir, OK, aujourd'hui, est-ce que j'ai une chance d'y aller avec mon bois 1 ou est-ce que je dois être plus prudent? Puis peut-être qu'il va ajuster sa stratégie en cours de route aussi. Mais le gars a dit en entrevue à Todd Lewis de Golf Channel, il dit, moi, je considère que pour moi, c'est pas... je ne joue pas sur le même terrain que les autres cette semaine parce que je pense que c'est un par 67 pour moi, vu que je peux atteindre toutes les normales 5 en 2. T'as peu, là? Quand Zach Johnson les normales 5. C'est ça. Quand Zach Johnson a gagné en 2007, là, les normales 5, il n'y en a pas une qui a atteint en 2 coups. Là, lui, il dit que toutes les normales 5, il peut aisément les atteindre en 2 à cause de sa puissance. Fait que c'est sûr que ça change la donne. Puis quand je vous parlais des verres qui sont surélevés, mais ceux qui vont essayer d'atteindre les verres avec un long fer parce que leur coup de départ va avoir été so-so, c'est sûr qu'ils sont désavantagés. Puis lui, s'il rentre avec un wedge ou un fer court, ben c'est un gros plus. Il va pouvoir avoir
plus de contrôle sur son approche. Puis c'est ça la clé. Parce qu'à Augusta, les coups de départ, c'est rare que tu vas te mettre dans le trouble. C'est vraiment rare. Quand tu es sur les tertres, là, c'est pas intimidant. C'est la suite qui l'est. Puis c'est les greens. Puis... Fait que oui, même DeChambeau, même si jamais il ridiculise le parcours avec sa puissance, s'il le fait, ben bravo, mais après ça, il va quand même falloir qu'il pote. Oui, c'est ça. Puis là, on va voir comment il va s'en tirer, mais juste tout ça, toute la prémisse que lui a amenée autour de la puissance, j'ai vraiment hâte. Je suis vraiment excité de voir qu'est-ce qu'il va pouvoir réellement faire. Est-ce qu'il fait tout le temps une chose à sa manière, puis ça le rend fantastique. Est-ce que DeChambeau, parce que je n'ai pas vu nécessairement cette stat-là, mais est-ce qu'il est considéré comme un très bon golfeur dans l'approche du green? Donc, avec son wedge ou... quand même, oui, quand même. Mais c'est surtout que, tu sais, il calcule tellement les affaires comme personne ne les calcule. Okay. Je veux dire, il était un bon jeune golfeur, puis un jour, il a lu un livre, puis le livre a changé sa vie. Il s'est dit, ah ouais, je pourrais jouer avec des bâtons qui auraient toutes la même longueur. Qui fait ça? Mais l'idée n'est pas folle derrière ça. Absolument, mais comme personne ne fait ça, il y a un paquet de monde qui a essayé de le décourager. Puis le fait qu'il ait réussi, les gens disaient tu vas ruiner ton éventuelle carrière. Parce qu'il était alors à l'école secondaire, je pense, quand il a fait le changement. Là. Puis non seulement il n'a pas ruiné sa carrière, mais là, il est champion de tournoi majeur, puis il est coté comme étant le favori pour gagner le Masters cette année. Pour vrai, ça rajoute beaucoup d'intérêt à cette édition 2020 des plus spéciales, messieurs. Si on te demande, là, parce qu'on aime bien ça, puis j'ai le goût de le faire moi aussi, mais tes prédictions, mettons un top 5 là, que tu vois qui pourrait se dessiner. Écoute, je pense que je vais continuer d'y réfléchir. Je n'ai pas fait mes choix pour notre pool au bureau encore. Mais DJ n'a pas le choix d'être là-dedans. Là. C'est parce que dans notre pool, on fonctionne par boîte. Ce qui fait que tu as, exemple, le top 5 mondial, tu en prends juste un. Ce qui fait que tu peux pas prendre Bryson DeChambeau et DJ. Puis je pense que pour la curiosité, je vais y aller avec Bryson DeChambeau parce que si jamais il gagne à sa manière, je veux avoir été dans le bateau, dans le train avec lui. Là, je suis trop fasciné par le personnage, qui est en plus hyper sympathique. C'est un gars agréable à rencontrer. Mais tu sais, en même temps, une fois de temps en temps au Masters, il y a un gars qui sort de nulle part. T'as beau avoir établi une liste de favoris, ça vaut absolument rien. Puis là, tu sais, on n'aura pas parlé de Rory McIlroy cette année. Puis ça fait déjà plusieurs années qu'on se dit, hey, c'est le seul majeur qui lui manque. Là, à chaque fois qu'on arrive au Masters, il se fait poser la question. Là, on dirait que j'ai l'impression que cette année, il y a tellement d'autres sujets que peut-être que les gens vont juste lui sacrer la paix à McIlroy, puis qu'il pourrait se sentir mieux dans tout ça. Puis, tu sais, s'il est dans la course dimanche, quelle histoire ça ferait, là. Tu sais, l'année passée, Tiger, ça faisait toute une histoire. Là, si Rory était dans la course, ça serait de la folie. Puis en même temps, tu te dis, un gars comme Jason Day qui soudainement a l'air à nouveau en forme, pas ennuyé par des bobos, pourquoi pas? Pourquoi pas? Lui, il est passé proche aussi une couple de fois, il a fini deuxième. Mais le fait qu'il n'y aura pas de spectateurs peut aider justement certains golfeurs aussi, je pense, à ce niveau-là. Ben oui, puis en fait, ceux que ça va le plus aider, c'est ceux qui n'ont jamais joué là-bas. Ou ceux qui vont jouer avec Tiger sur le départ. Oui, aussi. Mais tu joues avec Tiger quand même. Mais imagine ceux qui n'ont jamais joué là-bas. J'écoutais Colin Morikawa en entrevue, puis il disait, je suis arrivé pour ma ronde d'entraînement, puis il n'y avait personne. J'ai pas eu à regarder les spectateurs, ça m'a pas rendu nerveux. C'était comme venir jouer une ronde d'entraînement ici, dans le privé. T'sais, normalement, dans les rondes d'entraînement au Masters, tu as beaucoup de monde là, qui regarde et qui suivent les golfeurs. C'est un premier test pour tout ce que tu es en train de vivre pour ta première fois. T'sais. Puis là, dans le groupe de golfeurs qui en sont à leur première, il y a plusieurs gros noms. Le Matthew Wolff aussi, là, qui est déjà dans ses premiers tournois majeurs, il est toujours dans la course. Mais tu te dis, il va-tu faire la même chose à Augusta? Tu sais, Augusta, c'est une bébite, mais
Est-ce qu'il y a des gars de même, là, vu qu'il n'y a pas de spectateurs, ça pourrait les avantager, effectivement? En tout cas, Ricky Fowler, ça serait le fun aussi. Là. Je pense qu'il n'a pas encore remporté son premier majeur, lui. Là. Non, puis Ricky a souvent été dans le top 5 de tournois majeurs. Puis l'année passée, dans les 36 derniers trous, Ricky Fowler était dans les 3 meilleurs. Tu sais, l'important, on dit souvent qu'on ne gagne pas un tournoi de golf le jeudi ou le vendredi. Mais tu peux te sortir du tournoi en tabarouette, par exemple. Exactement. Puis, tu sais, surveiller le top 20 jeudi. Ça se peut que le gars qui soit 20e, ce soit lui qui gagne. Ouais. Le gars qui est 50e, ça serait vraiment surprenant, mais ça reste dans le domaine du possible. Puis, juste jouer une ronde là, en dedans de, je sais pas, 5 coups de la tête un jeudi, c'est suffisant. Puis, c'est juste que, mettons, il y a des golfeurs qui vont en jouer vraiment une mauvaise, puis après ça, ben là, ils n'ont plus rien à perdre. Fait que là, c'est là qu'ils jouent super bien. Mais c'est la clé aussi pour un gars comme McIlroy, de ne pas sortir du tournoi au début, puis de rester dans le coup, puis après ça, gagner en confiance. Puis ça va être un bon Masters pour vrai. Là. Tu vois le tournoi se gagner à combien? Pour vrai, présentement, c'est vraiment difficile à dire parce que il y a des bonnes chances qu'il y ait de la pluie cette semaine. Ben, un gars comme Bryson qui dit que pour lui, c'est une normale 67. Oui, mais si, parce que là, il y a des histoires d'ouragan dans le secteur de la Floride, puis que ça pourrait amener vraiment du mauvais temps sur la Géorgie. Tu sais, je parlais avec Johan Benson il y a 2 jours. Lui, il est basé en Floride, puis il va me remplacer dans mon rôle à Augusta cette année. Puis il disait, hey, présentement, là, il fait vraiment pas beau en Floride. Tu n'as pas le goût de sortir pour jouer au golf. Là. Puis ça fait des semaines que c'est comme ça. Puis il dit, si cette météo-là s'amène sur Augusta comme c'est un peu prévu, ben là, ça pourrait avoir un impact quand même majeur sur le tournoi. Si tu as le vent d'en face et qu'il pleut, ben, t'as beau t'appeler Bryson DeChambeau, tu ne pourras pas faire ce que tu veux avec la balle. Fait que ça va jouer. Puis d'une année à l'autre, on ne sait jamais à combien le tournoi vraiment peut se gagner parce que, honnêtement, c'est le Augusta National qui décide. Ces gens-là ont les moyens de faire ce qu'ils veulent, ce qui fait qu'il y a un système pour contrôler l'humidité des verres en dessous des verres. Okay. Puis en dessous de certaines allées aussi, à des endroits où les balles normalement tombent. Ils peuvent vraiment contrôler la manière que la balle va pouvoir se comporter sur le terrain quand tu y penses. Ce qui fait que dans une première ronde où généralement, c'est arrivé dans le passé où il y a eu des pointages très, très bas, ben, les hautes instances de ce tournoi-là, qu'est-ce qu'ils se sont dit, tu penses, en meeting? Ils ont dit, un peu, là, ça va être pas mal plus tough, les boys. On va rendre ça hyper dur, vous ne ferez pas ce que vous voulez avec la balle, puis là, ça va être ceux qui vont mieux s'ajuster, qui vont pouvoir... tu sais, Zach Johnson, en 2007, je reviens à lui, là, mais il avait gagné avec +1. OK. C'est pas... Puis Tiger, l'an passé, je me souviens pas, il gagnait à combien? Hey, c'est bon, t'as peu, là. Je me souviens pas non plus. Okay. De mémoire, mais ça se trouve hyper rapidement. Ouais. Mais de mémoire, je m'en souviens pas. Est-ce que j'ai fait trop de commotion cérébrale dans ma vie. Penses-tu que Woods a encore des chances de ne pas nécessairement remporter, mais d'être dans le peloton de tête dimanche? Je serais extrêmement surpris. Ouais, cette année, l'année passée, honnêtement, j'y croyais un peu. Cette année, pas pantoute. Ouais. Il n'a pas joué tant que ça non plus dans les derniers mois. Là. Ouais, puis tu sais, c'est pas important de gagner la semaine avant ou l'autre tournoi d'avant, mais de montrer que tu joues bien, ouais, c'est ça. C'est quand même une donnée importante dans le fait de faire tes choix pour ton pool, mettons. Ouais. Parce que il faut que tu aies un heureux mélange de gars qui ont déjà un peu bien joué à Augusta puis qui jouent assez bien présentement. Ce qui fait que t'en as quand même plusieurs des golfeurs qui cochent cette case-là. Là. Ouais. Tu sais, regardez pour DeChambeau, pour Dustin Johnson, qui dans ses 6 derniers tournois, puis il n'a pas été ralenti par la COVID, même s'il l'a eu, là, il est revenu puis il fait une 2e place. Mm-hmm. Dustin Johnson va être dans la course, là, je vous l'annonce tout de suite. Mm-hmm. Des gars comme Jason Day, Tony Finau,
C'est un beau long shot, Tony Finau. Lui aussi a déjà bien joué là-bas. Moi, j'ai Patrick Reed en tête. J'ai l'impression qu'il pourrait, justement, vu qu'il l'a remporté, peut-être surprendre. Ouais. Ouais, c'est pas mon préféré, là, mais ça reste quand même un golfeur Non, qui pourrait être mais là. c'est un gars qui est unique en son genre. Ouais, vraiment. Il est quand même, pour avoir jasé avec lui une couple de fois, il est quand même correct, là. Mais Quand même correct. Non, mais il m'a accordé une entrevue tout seul avec. Donc, pour ça, je remercie, mais c'est pour toutes ces histoires de tricherie au collège qui tournent autour de lui, tu sais, que son attitude qui est tellement particulière, c'est difficile pour moi de le voir dans mes préférés, tout comme Ian Poulter. Mais, oui, je te comprends, Ian Poulter. Moi, j'ai deux gars que je vois cette année. Un que c'est plus sleeper parce qu'il n'a pas joué beaucoup, c'est Brooks Koepka. Mais lui aussi... Justin Thomas. Justin Thomas a des bonnes chances d'être dans la course. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis Koepka, l'an passé, a quand même bien joué. Xander Schauffele. Mm-hmm. Il est toujours là, Schauffele. Il est toujours top 10, on dirait. Oui, puis l'année passée, si je me souviens bien, il est terminé à égalité en deuxième place. Parce que vu qu'on suivait Tiger puis Molinari, là, à un moment donné, Tiger est passé devant, on a moins suivi ce qui s'est passé en arrière. Donc, on oublie les deuxièmes souvent à ce tournoi-là, mais Schauffele, sans avoir fait tant de bruit pendant le tournoi, a eu un très, très bon classement. Qui d'autre? Et Justin Rose? Non, Justin Rose ne joue pas bien. Justin Rose, dans votre pool, touchez pas à ça cette année. Non. Pour vrai, si Justin Rose a une chance de gagner dimanche, envoyez-moi toutes les bêtises que vous voulez sur Twitter. Je serais vraiment le gars le plus surpris. C'est dans les gros noms, le gars que j'ai envie d'écarter tout de suite. Okay. Mais les jeunes, moi, je pense Wolf et Morikawa peuvent certainement être là, rendus à dimanche. Je me demande juste un dimanche à Augusta s'ils vont... en ayant, eux, je pense que ça peut être bénéfique pour eux de ne pas avoir de spectateurs. Un dimanche à Augusta, ça doit être quelque chose. Oui, mais encore là, ça va être différent. Ça va être une journée presque comme les autres cette année. J'ai hâte de voir justement l'impact que ça va avoir sur les golfeurs. Honnêtement, là, ça va être... c'est dur à prédire. Puis le fait qu'ils jouent ce terrain-là pour la première fois, tu sais, moi, je l'ai joué le terrain, les gars, puis tu le comprends pas. Tu penses que tu le comprends, puis tu le comprends pas. Parce que tu demandes à ton caddie, est-ce que je pote dans cette direction-là? Il est comme, non, tu potes là-bas. Ouais, là-bas? Ouais, 40 pieds à gauche. Okay. Si tu n'as pas quelqu'un qui te dit de poter 40 pieds à gauche, il faut que tu aies fait des tests en tabarouette à l'entraînement pour le comprendre par toi-même. Parce que oui, tu as la ligne droite qui a l'air d'être la bonne ligne pour te rendre au trou, mais si tu vas dans cette direction-là, c'est impossible que ta balle s'arrête, puis elle va, encore là, comme je le disais plus tôt, rouler à l'extérieur du verre, puis beaucoup à part ça. Donc, tu dois des fois poter, là, prendre un chemin nord-ouest par rapport que tu n'avais jamais vu sur ton Google Maps, là. Puis la balle, elle va revenir vers le trou tout doucement. Puis je me souviens justement d'avoir fait un pote là, où j'ai fait ce que le caddie m'a dit en me disant « il est fou ». Mais il avait tellement raison. Puis j'ai pu marcher jusqu'au fanion puis attendre que ma balle arrive. Parce qu'elle était montée sur une pente qui, pour moi, faisait aucun sens, mais elle est revenue tout doucement vers la coupe. Elle s'est stationnée à 6-7 pieds. Puis le caddie m'a dit « tu n'aurais jamais pu faire mieux que ça ». OK. Fait que, tu sais, pour une première fois, là, il y a beaucoup de données à assimiler. Fait on a beau dire, il n'y a pas de spectateurs, mais Jordan Spieth a passé proche à sa première fois. Il l'a gagné l'année d'après. Lui, il avait étudié le terrain depuis sa tendre enfance. Il l'avait gardé dans son cerveau comme un ordinateur. Tu sais, encore là, c'était à la Bryson de Chambeau, là, tu sais, quelqu'un d'extrêmement intelligent qui est... Je sais pas, les autres, ils vont pouvoir faire ça? Ils frappent fort, en tout cas, les Morikawa et les Matthew Wolff. Fait que ils vont rejoindre certains éléments dont je vous parlais tantôt. Je pense que ça va être important de frapper loin cette année et droite. On verra.
François-Étienne, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Moi, j'ai 2 questions bien rapides pour toi, David. Peut-être qu'il va en avoir une après. Ma première, quelqu'un qui n'a jamais regardé le Augusta National, le tournoi dans la fin de semaine, quel trou tu dois absolument de regarder? Oh, ben, le 16. Ouais, le 16e, le normal 3, parce que je veux dire, le coup le plus spectaculaire, tant qu'à moi, de l'histoire, c'est Tiger Woods avec sa courte approche, que la balle s'arrête, puis Nike en a fait une pub, là, c'est pas pour rien. Puis on dirait que sur ce trou-là, il se passe tout le temps quelque chose. Il y a des trous d'un coup, il y a des balles qui passent proches de tomber, parce qu'ils savent où mettre le fanion le dimanche pour créer le spectacle. Mais il y en a plein des trous où tu peux vivre du drama. Là. Rory McIlroy a un peu perdu son Masters au 10e, l'année où il menait, au 10e trou en ronde finale. Là. C'était un jeune blanc-bec à l'époque, puis il avait envoyé sa balle complètement à gauche dans les maisons. Ça, c'est une pente de ski, le 10e. Là, ça tourne sur la gauche. C'est comme une pente facile à Bromont, mettons, mais avec bien du sable dedans. Puis, fait que le 16. Ouais, le 16. On va porter une attention particulière. Ben, le 16, c'est mon trou préféré, moi. Okay. Assurément. Est-ce que juste comme ça. Ça se gagne au 18, tu sais. Ouais. Le 16, est-ce que c'est celui, le port 3, où est-ce que souvent son short, ça va descendre dans l'eau? Il y a comme un genre de ruisseau devant, là. C'est lequel, ça, déjà? Le 16, tout de suite après le terre de départ, tu as de l'eau qui te mène jusqu'au vert. Tu peux passer sur la droite, tu as du gazon, évidemment, tout le long, là, mais les golfeurs doivent surpasser l'obstacle d'eau pour tomber sur le vert. Puis le vert, il y a une pente dedans qui fait que la balle peut s'amener près de la coupe. Mais tu dois jouer avec la pente sur ton coup de départ. C'est ça qui rend ça tellement le fun à regarder, parce que une fois que la balle est tombée, tu ne sais pas encore ce qui va se passer. Ah ouais, là, t'attends, puis c'est un spectacle à chaque fois. Tu sais. C'est un des beaux trous dans le monde du golf. Cool, on va checker ça, c'est sûr. Puis en fait, moi, pour terminer, c'était juste, tu nous as conté quelques anecdotes là, depuis tantôt, juste le terrain en dessous qui contrôlait le gazon. Moi, c'est la première fois que j'entends ça, je ne le savais pas, mais y en a-tu d'autres qui te viennent à l'esprit comme ça, des anecdotes qui se sont passées là-bas? Des rencontres spéciales ou des gens... La fois où j'ai vu en fin de journée... Ah, t'as peu, non, c'est bon. Une autre anecdote de fin de journée, j'en ai plus qu'une. Je quitte Montréal une année et mon collègue Michel Lacroix me dit, si tu vois Jim Nance de CBS, tu lui diras que Michel from Montreal says hi. Je dis, t'es sûr, là? Oh, oui. Tu vas savoir de quoi je parle. Mais j'ai jamais croisé Jim Nance, puis à ce moment-là, ça fait 4 fois que je joue au Masters. Là, qu'est-ce que tu penses qui arrive? Fin de journée, je m'apprête à retourner à l'endroit où sont ce qu'on appelle le TV Compound, là où tous les camions de télé se trouvent. Je me lève la tête, puis devant moi, Jim Nance marche dans la même direction, on s'en va pratiquement au même endroit que moi. Puis là, il se retourne en plus, puis c'est quasiment comme s'il me regarde, mais il est à 15-20 pieds. Mr. Nance! OK. Normalement, je suis hyper gêné. Moi, je ne ferais pas ça. Puis là, j'y lance la phrase. Mr. Nance, Michel from Montreal says hi. Puis là, M. Nance qui me regarde. Michel is a legend. Là, tu as une légende de la télé sportive qui te dit que ton collègue est une légende. Puis après ça, j'ai dû poser des questions, puis jaser avec lui, puis pour comprendre justement pourquoi Michel m'avait dit ça. Puis c'est Jim Nance qui me raconte qu'à la Coupe des présidents qui a eu lieu à Montréal, ils étaient assis à la même table. Michel Lacroix, c'était le MC de la soirée. Okay. Il a parlé devant le président Bush. Puis le président Bush avait dit de Michel qu'il avait une voix spectaculaire. Tu as Jim Nance qui te raconte ça sur quelqu'un que tu connais tellement bien. Ouais. Juste ça, moi, c'est un de mes moments marquants au Masters, puis ça n'a rien à voir avec le tournoi. Après ça, un autre soir comme ça, alors qu'encore une fois, je retournais vers le fameux TV Compound. On marche sur un chemin dans le parcours de Normal 3.
en fait, le parcours normal 3 est à notre gauche, puis à notre droite, il y a les cabines, les endroits où logent certaines personnalités importantes pendant le tournoi. Puis là, je me lève la tête, puis sur une terrasse, une galerie, Arnold Palmer est là, tout seul, puis il prend un drink au coucher du soleil. J'en reparle, puis j'en ai des frissons parce que je ne l'avais jamais vu avant. Puis là, je le vois dans une situation où il y a juste moi qui le vois. Puis je le crois pas. Ça se pouvait comme pas comme moment. Puis ça, jamais je vais oublier cette minute-là où j'ai marché en le regardant. Ben, ça a été moins long qu'une minute, là, mais dans ma tête, c'est un moment qui s'est arrêté puis qui a figé. Puis c'était juste fantastique. Puis j'ai pu le raconter à mon grand-père après. Juste pour ça, ça valait de l'or. Là. Certainement. Ouais, puis sinon, si tu t'es regardé une minute, la police serait arrivée pour te ramasser. ouais. Mais sinon, mon meilleur moment, moi, c'est le fait d'avoir pu jouer le terrain qui reste... ça vaut de l'or. J'ai des gens qui voudraient payer 1 million puis ils se font dire non. Là, mais ma question par rapport à ça, c'est toi, tu l'as joué. T'es un gars qui joue quoi habituellement? Sur un terrain normal? J'ai jamais dit mon score à Augusta. Hein, non, mais pas parce que ça a été catastrophique, juste parce que pour moi, cette journée-là, ça n'avait rien à voir avec le score. T'sais. Puis j'ai pas joué ma pire ronde de l'année cette journée-là à Augusta. J'en ai joué des pires. Parce que justement, tu es bien coaché, tu as un cadet. Moi, d'habitude, quand je jouais beaucoup, là, j'étais un gars de 85-90, pas mal tout le temps dans ce coin-là. Puis j'ai pas joué 85-90, mais j'ai pas joué un pire ronde de l'année non plus à Augusta. Puis j'ai frappé des coups que j'oublierai jamais. Là. Au 16e, justement, je me suis mis sur le verre. Mon coup de départ, c'est assurément mon coup de départ le plus mémorable à vie parce que je tremblais. J'avais un nouveau driver que je venais d'acheter que j'avais jamais frappé avec. Puis je l'avais amené à Augusta en me disant si je suis pigé, ben écoute, j'ai mon sac, je suis prêt. Puis là, je suis pigé dans la loterie des médias pour jouer. Puis il faut que je le fasse avec un nouveau driver. Puis ma première drive, 280 verges, bien droit. Il me restait 100 verges pour mon deuxième coup parce que tu sais, on ne jouait pas des départs des joueurs. C'est ça. Là-bas, il y a 2 sets de tertres. Les Masters Tees puis les Members Tees. Okay. Donc, on jouait des Members Tees, puis ça fait quand même une bonne différence sur la majorité des trous. Exemple, pour le 4e, qui est un normal 3, eux, ils vont jouer à 235, 240 verges pendant la semaine. Puis là, pour les membres, c'est à peu près 170. Okay. Donc, c'est pas mal plus jouable. Un petit peu, oui. J'aurais pris un hybride, moi, pour rentrer là-dessus, sinon, puis j'aurais été dans le trouble. J'aurais été dans le trouble, c'est sûr. Ouais, c'est ça. François-Étienne, je sais que tu dois nous quitter parce que tu as des choses à faire avec RDS. Ouais. Le temps passe. Malheureusement, il faut travailler. Ben oui. Je te remercie vraiment, vraiment beaucoup d'avoir accepté ça. C'est super sympathique. On va se reprendre peut-être pour un autre tournoi de golf éventuellement. Puis tu es capable de parler d'autres choses que du golf. Fait que peut-être, on ne sait jamais dans un avenir. Mais merci beaucoup pour vrai. C'est vraiment apprécié. Merci François-Étienne. C'était vraiment intéressant. Super. Si vous voulez jaser de poker, on se rappelle. Parfait. Bonne idée, ça. OK. Merci. Salut. Salut. Bon Masters. Merci. Quelle belle entrevue qu'avait François-Étienne Corbin. Pour vrai, le sourire facile. C'est tellement le fun de parler de golf. Corb, c'est pour ça que je parle du sourire, en fait, parce que je te voyais bien sourire comme un malade. Là. Mais, en plus, il est allé au terrain. Le gars l'a joué. Là. Il a décrit 7 Masters. Il a été à la pige. Il a été choisi pour le jouer. Il me dit des affaires que je ne savais même pas que ça existait, des trucs pour jouer avec l'humidité des greens. Écoute, un terrain pas accessible. Lui, en tout cas, pour moi, c'était parfait. On voulait faire un spécial golf, spécial master. Je pense pas qu'on aurait pu avoir un meilleur invité que ça. Là. Pour vrai, je suis bien d'accord avec ça. Je veux juste, Corb, avant qu'on passe à la prochaine étape, à nos chroniques, je veux juste m'adresser aux gens qui nous écoutent sur la chaîne TVC.
si vous voulez regarder les chroniques, en fait, toutes les chroniques vont être disponibles sur notre site Internet, qui est notre page YouTube, en fait, lesagentlibres.com. Donc, pour vous, à TVC, ça s'arrête maintenant, mais aujourd'hui, on reçoit Ben Rioux et Maxime Hawkerson qui va venir nous jaser des petites chroniques de 15 minutes. Donc, j'invite les gens à continuer à nous suivre sur notre site Internet. Première chronique de l'année avec du déjà vu. Tu sais, on a beaucoup de nouveaux, on disait tantôt, mais ça, c'est une face qu'on a déjà vue dans la saison 1. Moi, ça va, Ben Rioux? Ça va très, très bien, vous autres? Très bien, mon Ben, très bien. Content de t'avoir. Ouais. All right. Tu es venu nous parler pas mal de baseball la première saison, quelques reprises. Tu es venu nous parler de baseball, d'un article aussi avec Kasparov, de hockey. Première question, question, comme ça. Première question pour toi. Comment ça va ta job? Comment ça va ton métier avec l'agence QMI? On a vu qu'il y a des coupeurs un peu partout dans le métier. Toi, tu es safe, là? Tout va bien? Oui, ça va bien. Écoute, c'est sûr que depuis le début de la pandémie, on travaille beaucoup de la maison. Donc, il y a un beat de vie qui change un peu, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller à l'entraînement de l'Impact, surtout que c'est au New Jersey, ou à l'entraînement des Alouettes. Puis, il y a beaucoup de conférences de presse qui sont via Zoom aussi. Donc, ça fait un peu changement, mais c'est un beau défi. On trouve des sujets intéressants. Juste cette semaine, un exemple, j'ai parlé sur Zoom avec une jeune skieuse, 16 ans, Olivia Asselin, qui fait du slopestyle. Puis je trouve ça intéressant tout le temps de faire découvrir des nouveaux athlètes. T'sais, Olivia était chill là, entre l'Italie et l'Autriche en voiture. Puis, mais elle était super contente de l'entrevue qui a été faite. Puis du papier, j'ai eu un feedback justement aujourd'hui du relationniste. Puis, on ne fait pas ça pour ça, mais c'est tout le temps le fun de savoir qu'on a un impact positif sur des athlètes qui... je me fais un devoir, moi, de parler de certains athlètes qui, dans 4 ans, tout le monde va parler d'eux autres parce qu'ils ont gagné une médaille aux Jeux olympiques, mais finalement, c'est comme un peu comme au baseball avec les Abraham Taureau, puis les Charles Leblanc. J'en parlais avant un peu tout le monde, là, sans m'envoyer des fleurs, mais ouais, c'est ça. Mais tout ça pour dire que ça va bien mon travail. Good job, content pour toi. Puis t'as une belle casquette. Masters 2013. Casquette du Master. Ouais. C'est un de mes chums qui m'avait rapporté. Non. C'est un de mes chums qui m'avait rapporté ça. Je ne sais pas si vous connaissez François-Étienne Corbin. Oui, on le connaît. On vient de finir avec lui. Ben oui, je suis bien chum avec François-Étienne. Là. Ça fait vraiment partie de mes amis proches. On a été au cégep de Jonquière ensemble. Puis j'ai même été son petit page à son mariage. Donc, c'était même pas garçon d'honneur, là. C'était plus que ça parce que je suis aussi ami avec sa femme. Okay. Puis les deux voulaient me confier un rôle spécial. Puis faire une histoire courte, j'avais été le petit page. Puis la bouquetière, c'était une enfant de 6 ans. C'était de toute beauté avec ma salopette puis des bretelles puis le petit chapeau haute forme. Il doit rester des traces de cette apparition-là. Il paraît que tout a été effacé. Oui. Mais j'avais lu aussi à son mariage, je me rappelle que le mot commençait par « Et Joe Sakic leva la coupe et il disait à ses disciples, je parlais de Joe Sakic parce que c'était le joueur préféré de François-Étienne, mais il y avait beaucoup d'oncles et tantes de François-Étienne qui ne comprenaient pas ce que je disais en avant. Là, fait que c'était assez loufoque aussi. Un beau mariage. Aucun doute là-dessus, Ben. Hey, le titre de ta chronique, en fait, aujourd'hui, parce que c'est une chronique, ça s'appelle « La légende d'Arrowhead ». Exact. Je te laisse aller avec ça. Mais écoute, juste pour une petite mise en contexte, vous me dites, c'est une émission spéciale pour le golf. Toi, Ben, qu'est-ce que tu connais au golf? Et en fait, vous allez voir que je suis un joueur très amateur.
mais j'avais déjà écrit une petite histoire sur une partie de golf que j'avais joué. Donc, écoute, ça ne sera pas très long. Je vais vous lire ça. Donc, ça s'appelle La légende d'Arrowhead. Alors, comme un bouillon de poulet pour l'âme du golfeur, je vous partage ma petite histoire vécue. Le 30 avril 2018, au club The Legend at Arrowhead, à Glendale, en Arizona. C'est un classique. Jouer la ronde de sa vie devant aucun témoin. Il était tôt, aux alentours de 6h45 quand j'ai pris le départ, seul. En formule golf déjeuner pour 25 $ US, il faut d'abord savoir que je n'ai rien d'un bon golfeur. Je crois avoir cassé le 100 une ou deux fois, pas plus. Et si ce fut bel et bien le cas, j'ai dû jouer 98 ou 99. Chose certaine, j'ai remis une carte de 103 une fois, en 2014. Mais il me semble que j'ai déjà joué en bas de 100. Je ne suis pas certain. Je n'ai pas gardé la carte. Bref, lundi magique, dans le sud-ouest des États-Unis. Les astres étaient alignés. Le soleil réchauffait les palmiers, titillant du même coup mes points de rousseur en constante ébullition. À propos, on raconte que les points de rousseur étaient autrefois vus comme des signes de sorcellerie. C'est documenté. Ceci explique probablement cette ronde extraordinaire. C'était peut-être aussi l'effet des bâtons doués ou encore mon look à la Ricky Fowler. Quoi qu'il en soit, la balle voyage en Arizona. Des coups de départ de 250 verges en ligne droite, des approches surprenantes. Et cette seule fois où j'ai visité le sable, cette trappe aux allures de Grand Canyon, j'en suis sorti en me retrouvant à quelques pieds du fanion pour enrouler facile. Du 14e au 17e trou, par, bogey, par. Pour moi, c'est tout un exploit. Bon, pour mon ami Patrono, c'est une mauvaise séquence, mais bon. Bref, j'ai complété le back nine en 45 coups. La légende d'Arrowhead dira « J'ai joué 90 ce jour-là en Arizona. » En toute humilité, je vous avouerai, chers amis, que la formule golf déjeuner était plutôt constituée de seulement 9 trous sur le back nine, suivi accessoirement d'un burrito œuf saucisse. Oui, j'ai joué 45 le ventre vide. En extrapolant, je dirais, qui veut bien l'entendre, que j'ai assurément déjà cassé le 100. C'est confirmé. J'aurais joué en bas de 55 sur le premier 9, les doigts dans le nez. Je suis même persuadé que j'aurais pu jouer moins de 90. Mais je sais bien, sans témoin, ça compte pas. C'est comme mon trou d'un coup réussi à Kakuna à l'été 97. Méchant malade. Good job. Écoute, c'est bien. Je vous ai envoyé ça en toute humilité. Là. Je ne suis pas Fred Pellerin. Là. Mais, c'était bien. C'était pas ce à quoi je m'attendais, mais c'était bon. Belle plume, mon Ben. Mais j'étais en Arizona, puis en fait, le baseball n'est jamais loin. J'étais en visite chez mon cousin Frédéric Rioux, là, qui était dans l'organisation des Mariners de Seattle, donc qui était dans le camp prolongé des recrues. Puis j'avais été le visiter, puis un matin, il était venu me dropper au club de golf. J'allais le rejoindre. C'était un super beau voyage. Puis écoute, cette partie de golf-là, tu sais, ce que je raconte, là, il y a une grosse partie qui est vraie. Là, c'est comme, j'étais tout seul. Là, tout allait bien. J'allais, des fois, là, je drivais, là, ça n'avait aucun bon sens. Là, j'étais comme, ben voyons donc, ça se peut pas. Puis là, après ça, tu es sur le green, tu as un long roulé de 30 pieds à faire. Là, tu l'as. Là, tu regardes partout. Là, tu marques sur ta feuille, puis là, tu es comme, ben là, il n'y a personne qui va me croire. Tu sais, pour de vrai, là, j'ai compté tous mes coups, puis je le sais que c'est pas. Je ne gagnerai pas le Masters en jouant 45 sur un 9, là, mais moi, je capotais. Là, j'avais jamais aussi bien joué que ça. Tu sais. C'est un accomplissement personnel. C'est parfait. Ben oui, puis là, mais c'était trop absurde. Là, j'étais tout seul. Tu sais, c'était comme. J'aurais pu faire à croire que j'ai joué 80, tu sais, ou que j'ai joué 40, mais tu sais, honnêtement, j'ai joué 45, puis pour moi, c'est légendaire. Je commence à te connaître bien, que tu aurais mal vécu avec ce mensonge-là, de dire que tu as joué 80.
Non. Mais moi, j'ai toujours dit que si je faisais un trou d'un coup comme toi en 97, là, j'ai toujours dit que ce soir-là, je cherchais-moi pas, je me couche fini à la corde, comme on dit. Peu importe la journée ou le moment dans ma vie, si je fais un trou d'un coup, cherche-moi pas, je suis au bar, puis je me commande un taxi. Là. Surtout s'il ressemble à lui options. de John Ram aujourd'hui à l'entraînement. Oh, ouais, L'avez-vous vu? Ben oui. C'est incroyable. C'est incroyable. Quel coup de golf. On avait vu, je pense, c'est Speed, je pense qu'il a fait ça l'année passée ou l'année d'avant, mais pas un trou d'un coup, là, qui a fait un coup sur l'eau comme ça. Là, un trou d'un coup, c'est malade. Ouais. Mais, tu sais, parce que je suis un gars honnête, là, c'est pas vrai l'histoire avec Akuna. C'était juste pour finir sur sur une bonne touche. Sur un doute, tu sais, sur qu'est-ce qui est vrai. J'avais compris, Ben. Ouais, moi aussi. All right. Mais j'ai fait une coupe de trou d'un coup, mais plus au mini-pot. Ouais, c'est ça. Mais ton chum François-Étienne, plus tôt, il nous parlait justement du 16e trou où Ram a fait son trou d'un coup aujourd'hui en le disant le plus challengeant probablement pour les golfeurs cette semaine. C'est quand même, c'est sûr que c'est une ronde de pratique, mais c'est quand même un coup d'éclat, la première journée. Ben oui. Là, mais lui, François-Étienne, il l'a joué, hein, le parcours. Oui, c'est ce qu'il nous a dit. Exactement. Ça, c'est incroyable. Ben oui. Lui, c'est un fan de golf là, 100 fois plus que moi. Là. Même si la dernière fois qu'on a joué ensemble, j'en profite pour dire que je jouais avec mon ami Simon. On est 4, là, un quatuor d'amis. Là, c'est moi, Simon Tremblay, Vincent Croteau, puis François-Étienne Corbin. Puis moi puis Simon, on est comme les frères Dupont et Dupont. Là, ils nous appelaient de même au cégep. Là, on est, c'est comme un frère. Là, puis on jouait les deux contre François-Étienne puis Vincent. Puis François qui aime tout le temps un peu challenger puis mettre un petit peu de défi. Ah, mets-tu une coupe de pièces par trou? Ah, ouais, pas de trouble. Mais tu sais, moi puis Simon, là, on se complétait. Là, ça allait bien. Puis Corbin, il avait mal un peu dans le dos. Puis là, écoute... je ne sais pas combien qu'on avait mis, là, ça devait être une petite parenthèse à ça, Ben. Juste une petite parenthèse que je tiens à dire ici. Là. Ma blonde et moi, on a réussi à battre Jean-François et son cousin. Tu sais, quand tu te complètes, là. Au golf? Ouais. Moi, ma blonde contre JF et son cousin Frédéric Étier. Ouais. Puis, il nous avait donné 5 coups, puis on n'en a même pas eu besoin. Ouais. On va faire une finale, moi et Simon, contre toi puis ta blonde. Parfait, j'accepte l'invitation, Ben. Ouais, fallait que tu reviennes sur des souvenirs de même. Fred ne dormira pas. Là. Je sais encore une fois que tu es un fier Québécois, tu aimes encourager les Québécois, sauf que là, en fin de semaine, au Masters, il n'y a pas de Québécois. Ouais. Donc, tu es derrière les Canadiens, j'ose croire. Ben écoute, oui, tous les Canadiens, tu sais, je veux dire, c'est pas un sport que je suis assez pour avoir des golf. Tu sais, j'ai pas de golfeur préféré, tu sais. Mais à tort ou à raison, s'il y a un Canadien qui performe bien, je vais embarquer dans le bandwagon. Là, okay. Un Adam Hadwin de ce monde. Ou, je ne sais même pas, honnêtement, là, avec humilité, là, je ne sais pas combien de Canadiens participent aux Masters. Il y a Mike Weir aussi, là, mais... Oui, lui, le bandwagon risque d'être difficile, là, mais beaucoup de respect. Il va être fini samedi matin. Ouais. Mais non, je vais embarquer avec Adam Hadwin s'il performe bien, surtout qu'il a déjà profité de covoiturage avec votre invité précédent, François-Étienne. Je ne sais pas si vous avez raconté l'anecdote, mais je pense que François-Étienne avait loué une Toyota Tercel ou quelque chose comme ça. Puis dans des circonstances obscures, Adam Hadwin avait profité d'un lift. Mais je n'ai pas besoin d'en savoir plus là, pour être derrière lui à 100%. Tu me parlais des Québécois golfeurs, puis ça me fait penser qu'un de mes collègues au travail, Philippe Asselin, a fait un excellent article que vous pourrez trouver sûrement sur le web, qui est fait avec un entraîneur, là, son nom m'échappe, mais qui est entraîneur des golfeurs chez les Carabins de l'Université de Montréal, okay. Entre autres. Puis il est entraîneur de plusieurs espoirs québécois, dont Hugo Bernard, Laurent Desmarchais, pour ne nommer que ceux-là. Puis lui, il disait
en gros, l'article, là, vous irez le lire, mais il disait que d'ici 5 à 7 ans, là, il ne serait pas étonné du tout qu'on voit enfin des Québécois. Là. C'est comme un mont Everest à gravir, là, mais qu'on voit enfin des Québécois sur le circuit de la PGA. Puis pas pour un tournoi ici et là, mais comme régulier. Là. Okay. Donc, il y a un avenir. Je trouvais l'article bien intéressant. Ben là, oui. Ce serait gros pour le Québec d'en avoir un sur le tour régulièrement, là, qu'on peut suivre. C'est sûr que les codes d'écoute montraient en flèche dans notre petit coin de pays. C'est sûr. Puis probablement que, tu sais, c'est beaucoup de jeunes aussi là, qui progressent. Donc, tu sais, ça prend un Laurent Desmarchais pour créer une espèce de folie autour du golf chez les jeunes, comme un Félix Auger-Aliassime au tennis, par exemple. Des fois, on est à un golfeur de la PGA près là, de créer une espèce de vent pour la relève. Oui. Ben Rio, les gens qui veulent te lire, ils font ça où? Écoute, moi, c'est l'agence QMI, donc c'est l'agence de presse de Québécois. Donc, parmi les clients, il y a TVA Sport, il y a le Journal de Montréal, le Journal de Québec, le Journal 24 heures qui est gratuit dans le métro. Donc, habituellement, c'est là. Vous pouvez me suivre aussi sur Twitter, c'est @benrio. Puis souvent, je suis assez fier de mes articles pour les linker. Fait que, où je link les meilleurs. Fait que si vous me suivez sur Twitter, vous allez avoir que le bon côté de Ben Rio. Oui, puis l'autre petite chose aussi que je veux que tu nous glisses un mot là-dessus, c'est ton livre. Moi puis David, on l'a acheté. Je t'avoue que je ne l'ai pas lu encore, mais c'est sur ma table de chevet, ça s'en vient. Comment ça se passe tout ça? Es-tu content du résultat? Ah, écoute, c'est quelque chose. Le livre sur Derek Aucoin, La tête haute, je suis fier du résultat, mais pour moi, le plus grand résultat, c'est d'avoir écrit l'histoire de Derek pour son fils Dawson, puis aussi pour sa femme. Il y a un côté très, très, très humain, mais écoute, dernièrement, il y a Luc Gélina de RDS qui m'a écrit un mot tellement beau sur mon Facebook en disant que lui, il avait peur de le lire. Il était probablement comme toi, il l'avait laissé sur sa table de chevet longtemps. Pour vrai, le message de Luc Gélina là, me parlait parfaitement. C'était exactement ça pour moi. En gros, pour le résumer, c'est qu'il disait « J'avais peur de lire ce livre-là parce que je connais bien Derek, je connais bien sa femme Isabelle. J'avais peur d'avoir de la peine en lisant le livre. Puis finalement, ce livre-là, c'est un livre qui est un beau message d'espoir, qui célèbre la vie. Donc, écoute, je vous en parle. Puis, tu sais, Luc Gélina, c'est quelqu'un qui est très respecté dans notre domaine, dans notre milieu. C'est un gars qui a écrit des livres aussi. Il sait les efforts qui sont mis là-dedans. Puis, j'étais très, très, très heureux. Puis, tu sais, comment que ça se passe, le livre? Juste tantôt, mon voisin posait ses lumières de Noël dehors. Puis il me dit « Hey, c'est vrai, j'ai oublié de te dire, j'ai fini ton livre. » Puis, tu sais, lui, là, zéro fan de baseball, tu sais. Puis il me dit « J'ai découvert, tu sais, un personnage ou une personne qui peut vraiment me faire réfléchir, tu sais, qui m'a amené à reprendre contact avec des gens avec qui je n'avais pas parlé depuis longtemps. » Donc, tu sais, c'est ça qui me fait plaisir. C'est des témoignages comme ça que je sens que je l'ai fait avec mon cœur, puis je l'ai écrit pour les bonnes raisons. Puis Noël s'en vient. Pas juste mon voisin qui pose les cadeaux de Noël. Puis, tu sais, je vous dirais honnêtement, quand le livre est sorti, c'était le début de la pandémie de COVID-19. Les librairies étaient fermées. C'est un beau défi. Regarde, je profite de la tribune pour de vrai. Faites-vous un cadeau. Faites-le pas pour me faire plaisir. Vous allez me dire merci après l'avoir lu. Pour de vrai, je suis assez confiant parce que Derek est un homme extraordinaire. Le Québec a besoin de Derek Aucoin. Puis, je suis assez confiant avec le contenu de ce livre-là pour dire que vous allez me remercier. Puis, achetez-le à vos parents et amis pour Noël. Exact. Merci. Okay. Puis merci d'en reparler, Gia. Ça fait plaisir. Ben Rio. Merci à toi, Ben. Allez, moi, c'est sur ma table de chevet, puis ça s'en vient. Merci, Ben, d'avoir été là encore une fois avec nous.
On se énorme reprend, plaisir. on se reprend, c'est sûr, bientôt. Saison de sport, elle va recommencer bientôt, puis on s'en reparle prochainement. All right. Bon Merci, Ben. Masters. Hey, ben oui, toi aussi. Bonne soirée. Salut. Bye. Salut, man. Deuxième chronique. Encore une fois, un visage connu pour ceux qui nous regardent régulièrement. Max Hawk, Coach Hawk. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va, ça va. Ah oui, ça va. David aussi, Cool. ça va bien. Ben oui, ça va. Mon collaborateur chouchou, moi, je suis heureux comme Ben un ouais. pape. Yes, Ouais, sir. quand je cherche quelqu'un, je texte Max. Max tout le temps partant, puis David est content. Ah ouais. Exact. Yes, sir. Moi, j'aime ça. Max, on te connaît comme coach de l'ABC. On te parle souvent de balle. On sait que tu aimes le hockey aussi. Mais quand je t'ai parlé de golf, tu m'as dit G, j'aime ça le golf, moi. J'ai Ouais, joué au golf, ouais, ben, moi. Ouais, j'étais un bon passionné de golf à la base que j'aime beaucoup jouer. Mais quand j'étais plus jeune, c'était vraiment mon sport numéro un. Entre 12 et 18 ans, même jusqu'à 19 ans, j'ai joué beaucoup au golf. Puis ça a été le sport. J'en ai fait beaucoup. J'ai été correct dans plusieurs sports, mais celui que j'excellais le plus, c'était vraiment le golf. Passé proche de faire mes cartes de pro au Québec. Par un coup, j'ai manqué. Ah ouais, OK. Ouais, je ne joue plus à ce niveau-là aujourd'hui. Je suis pas mal moins bon que ça, mais je te dirais, puis j'ai enseigné longtemps. Puis j'ai une couple de votre histoire de golf par rapport à ça, mais j'ai enseigné le golf longtemps aussi pour mes études. Ça se mariait parfaitement. J'étais au golf UFO. Fait que, été comme hiver, on avait le dôme l'hiver, on avait le gros driving range l'été. Fait que je passais mes étés à enseigner le golf, le soir à travailler bénévolement, à coacher au baseball. Moi, je ne peux pas être plus heureux que ça. C'est dur à battre, ouais. Ouais. Vas-y donc avec tes petites histoires tout de suite, tant qu'à Ben non, mais là, ouais, c'est ça, tu nous allumes avec ça, continue, là. OK, ben écoute, bon, j'ai enseigné longtemps, puis le premier forfait vraiment qu'on vendait, puis qu'on avait différents forfaits, des 5, des 10 cours, des 1 cours, j'enseignais, on avait une clientèle qui était assez monsieur, madame, tout le monde, puis à un moment donné, le vrai pro de la place me dit, bon, ben tu vas enseigner à 2 jeunes, mais fais pas le saut, le monsieur, il est spécial un peu, le grand-parent, c'est lui qui va les amener, il est spécial un peu. Parfait, pas de problème. Je fais mon cours avec les deux jeunes, puis là, le monsieur est toujours à côté le dos sur un mur, puis il regarde à droite, puis il regarde à gauche, puis j'en fais pas trop de cas, je donne mon cours, je finis le cours, 50$ de type. Merci Maxime, blablabla, tout ça, il s'en va. Moi, j'ai fait 45$. C'est coutume, ça, du type? C'est rare. C'est rare, hein? C'est bien rare. Là, moi, j'ai de faire 45$ à enseigner le golf. 1 heure. Il vient me donner 50$ de type. Ça ne fait pas de cas. Deuxième cours, 3 jours plus tard, même histoire. 50$ de type. Là, je dis OK. Ça ne fait pas de cas. Troisième cours, même histoire. Même affaire. Mais il y a 2 buddies qui sont là en plus, que je ne connais pas, qui checkent le monsieur, qui parlent un peu. Là, j'appelle mon pro, je dis, écoute, c'est à qui j'enseigne, moi? Je dis, ben, c'est un top de la mafia à Montréal. Donc, moi, je suis pas en sécurité. Là, il y avait des 2 gorilles la dernière fois. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait, c'était une série de 20 cours. Écoute, aux 20 cours, là, c'était 50$ de type à chaque fois. Ah, ouais, en fait, t'as fait un 1000. J'ai fait un 1000 plus ma paye de base à enseigner au golf. Fait que là, moi, c'était... Puis je sortais au Foisy de Laval à côté à ce moment-là. Fait que là, débile. Un bel été. À ce moment-là que mes chums ont commencé à vraiment être mes chums, tu sais. T'avais quasiment le goût qu'ils viennent prendre des cours 2 fois par jour, hein? Et tabarouette, moi, je capotais. Tu sais, puis j'étais pas vieux, là. J'avais peut-être 17 ans. Fait que, non, j'avais 18-19 ans. 18-19 ans à ce moment-là, parce que je sortais d'un club. Je n'ai pas sorti avant 18 ans. Fait que, écoute, c'était extraordinaire. Un bon gars. Là, comme coach de l'ABC, tu fais bien de dire ça. Ouais, c'est ça, hein. Là, on rentre à l'intérieur. Moi, je me prépare pour mes cartes. Je joue, je drive des balles, j'écoute la musique. Puis, tu sais, la musique a une importance pour moi. Puis, il y a un artiste en particulier que j'écoute. Puis, à ce moment-là, je tripais dessus. Puis là, je travaille. Puis là, entre 2 séances d'entraînement, mon pro, il dit hey, Max, viens ici, on part un nouveau forfait. C'est, je ne vais pas dire n'importe quoi, c'est
20 cours avec moi, 50 pratiques. Fait que c'est un forfait qui coûte assez cher. Lui, il donne un cours, puis moi, je fais les 2 pratiques. Fait que tu as un cours, mettons, le lundi. Là, le mercredi ou le samedi, tu pratiques ce que tu as vu dans le cours du lundi. Puis là, c'est moi qui te supervise. Puis là, tu as un autre cours. Mais tu ne peux pas faire un autre cours tant que tu n'as pas eu tes 2 supervisions. Bon, okay. Moi, c'est hyper facile à faire. Je check un point technique, puis je jase un peu avec le monsieur. Fait que là, mon pro me dit ça. Il dit, c'est un artiste, là, je ne connais pas trop. Puis Cyril Camaro, puis Camaro, Femme Like You. Il fait, ouais, je pense que c'est ça. Ben, moi, là, dans mes oreilles, là, la Good Life, là, à côté, là, j'écoute le CD pendant que je pratique. Là, je dis, tu me niaises, tu as vu ce que j'écoute? Ou... Il dit, non, il dit, c'est lui. Là, je ne le crois pas tant qu'il ne débarque pas. Il débarque dans la place. Je supervise 50 pratiques de Camaro, one-on-one avec lui. Il n'attache pas son gant parce que la Rolex ou la Breitling, elle ne fit pas avec le gant. Fait que là, moi, je suis sans connaissance, mais là, trop gêné pour y en parler. Là, j'essaie de créer un lien, mais tu sais, c'est un gars qui est assez fermé. Fait que je finis par créer un petit lien avec lui, puis là, il a expliqué tout ça. Fait que, mais ça n'a jamais été plus loin que ça. Lancement de l'album de Chaim à Montréal, qui est une artiste française qui nous invite, mais ça n'a jamais été plus loin que ça, mais ça a été hallucinant. 50 pratiques que j'ai adorées, mais il n'y a pas de lien qui s'est extrêmement créé, mais c'était hallucinant. Là. Mais j'ai une question pour toi concernant, parce que c'était vraiment pas le genre d'artiste que je m'attendais, mais est-ce que tu as rencontré la Martinaise, toi? Non. Non? Non. Shit. Non, juste Camaro en personne qui arrivait avec un char différent, qui payait tout cash, qui prend un gros forfait, puis moi, je supervise ses pratiques. Mais c'était juste drôle de... Tu sais, Camaro, on ne doit pas être 6 millions à l'écouter, là, vraiment, au Québec. Là. Puis que moi, je l'ai dans mes oreilles pendant que je pratique parce que je trouve ça bon, puis j'écoute ça, puis avec Corneille, puis tout ça, puis Christy, j'allais devant moi 2 fois semaine. Ah ben ça, c'est bon, man. Ça, c'était vraiment cool, puis... tu vas faire des jaloux? Je sais pas. Tu as dû y penser à chaque fois qu'il était là. Hey, j'y demande-tu, j'y dis-tu que j'écoute sa musique ou maintenant t'as comme abandonné? Ouais, ben tu sais, je te dirais qu'au bout de peut-être de la 10e pratique, là, j'ai commencé à discuter un peu plus. Puis, ben tu sais, autant que je suis fan d'un paquet d'affaires que j'ai pas le goût d'embarquer dans l'intimité d'une personne qui a peut-être pas le goût, il a peut-être juste le goût de faire son golf, de se faire coacher. Puis... C'est un bon joueur de golf, Camaro? À la fin, il était vraiment bon, pour vrai. Là. Ouais. Ben, il était vraiment bon. Il frappait bien la balle. Il n'avait jamais joué de sa vie. OK. Il frappait. Vraiment, à la fin, il était vraiment bon parce que c'était la meilleure formule si tu veux apprendre à jouer au golf. Je veux dire, ben oui, c'est logique. Il était au dôme 4 fois semaine avec un cours vraiment, 1 heure à travailler une affaire. Moi, je le supervisais 2 fois. Je veux dire, le suivi que ça fait. Il allait en Europe un peu souvent, fait que des fois, on perdait le fil. Mais quand il revenait et qu'il était ici 1 mois de temps puis on l'avait, il était bon. Il frappait bien la balle. Je ne sais pas s'il joue encore, mais il frappait bien la balle, vraiment. Cool. Max, Masters en fin de semaine? Ouais. T'es-tu comme moi puis Corb assez excité, mettons? Ouais. Moi, il y a 2 tournois qui m'excitent. Le numéro 2, c'est le Master, mais le numéro 1, c'est le Ryder's Cup. Ça, tasse-toi de là, envoie les enfants chez grand-maman. Ça, je ne peux pas le manquer. Le Master est vraiment le 2e. Normalement, on part la saison avec ça en avril. Oui. Mais oui, le layout est tellement beau. C'est tellement un tournoi que dans le temps, c'était Greg Norman là, qui finissait le temps par l'échapper sur le back nine. Puis, pour moi, c'est un des plus beaux tournois. Là. Moi, c'est le tournoi là, que tu regardes à la télé, puis dans le temps, même si tu n'avais pas une télé HD, tu avais l'impression d'en avoir une. Tellement que c'est vert. C'est fou. Là. Le décor a toujours été quand même incroyable. T'écouteras le tantôt, juste avant, on avait François-Étienne Corbin qui l'a couvert 7 ans de suite, puis qui l'a joué. Puis il nous explique un peu les subtilités du terrain assez intéressant. Là. C'est fou. C'est next level comme difficulté, disons.
Ouais. J'ai hâte d'écouter ça. Il nous a dit des affaires que, tu sais, moi, je me considère, je suis le golf, là, tu sais, puis il y a des affaires qu'il disait, j'étais comme, OK, pourquoi qu'on n'a jamais entendu parler de ça, tu sais? C'est quand même fou, là, comme truc, là. Mais bref, t'écouteras, c'est vraiment cher. Tu vois qui, toi, en fin de semaine? As-tu un top 5, un top 3 de golfeurs que tu te dis, gars, moi, je vais checker? Ça me tente de faire ça avec toi, Max. Là. Ouais. Max, il est game. Ouais. Mais moi, je vais partir avec mon numéro 1 en partant, là. Ouais? Ouais. Mais j'ai pas fait ma liste, mais tu sais, il y a une couple de gars avec qui j'hésitais, mais mon top 1, là, lui, je pense qu'il va gagner. Puis, tu sais, c'est un choix un peu facile. Ton top 1, OK. Mon top 1, ouais, c'est ça. Mon joueur numéro 1, mais mon préféré de loin. Que si j'avais un swing à avoir dans la vie, là, c'est celui-là que j'aimerais avoir, là, c'est Dustin Johnson. Ah, ben, maudit. On a le même. Puis, tu sais, sérieux? Moi, j'ai toujours dit, là, puis GF m'a déjà entendu le dire, mais j'échangerais ma vie avec personne, à part celle à DJ. T'expliquer pourquoi? Numéro 1 au golf dans le monde, bel homme, Paulina, on n'en parle plus. Wayne Gretzky, baby. Quand ton beau-père, c'est Wayne Gretzky. Ouais. Quel homme, DJ. Tu vois, on parlait tantôt de Corbin, François-Étienne. Il nous a dit que cette année, c'était une année pour les longs frappeurs. Puis c'est pour ça qu'il mettait Deschambault, que Deschambault, sa frappe, sa puissance, il était cherché pour le Masters. Donc, pour lui, c'était Deschambault, Johnson, les longs frappeurs. Si t'es pas un bon frappeur... T'avais-tu un numéro 1, toi? Ben, sur ma liste, là, puis pour vrai, tu me croiras pas parce que je le prends pas, mais j'ai mis Dustin Johnson aussi, qui est ici. OK, c'est unanime, là. OK, ben on voit tout DJ premier. Les odds sont bons pour lui, mais les meilleurs odds sont sur Deschambault. Ouais, 8 contre 1, DJ 9 contre 1. Là, on parle de pas grande différence. Ouais. Mis à part le beau DJ. Rory. Ouais, moi, je dirais Rory va. OK. J'ai un bon feeling avec lui. J'ai regardé. Je vais aller avec l'homme de la situation présentement, c'est John Ram qui a fait son all-in-one de malade mental. Bon choix, ouais. Fait que, lui, j'ai l'impression que, tu sais, un tournoi de même, tu arrives sur un air d'aller, j'ai l'impression que juste ça, là, ça peut lui donner un boost de confiance. Puis, Exact. Moi, je pense que lui, puis Deschambault, il sera pas loin. Les boys, là, encore, là, moi, je pense qu'il va réussir. Il va encore frapper à l'autre bout du monde, puis il va encore s'en sortir. Ouais. Moi, ça m'excite. Oui. C'est un peu un Fernando Tatis aussi. Là. C'est un aspect Il va se planter. Arrête. Là, tu agis comme tous les autres joueurs de golf. Exactement. Hey, là-tu vu? Oui, mais est-ce que tu l'as vu quand il se place pour un putt de 50 pieds? Ah, mais il n'est pas le fun. Il check son calepin 22 fois. Il frappe sa balle, il finit à un pied, puis il reprend son calepin sacrément. Es-tu sérieux? J'avais pas vu ça. Ouais. C'est le golfeur qui prend le plus de temps en chaque pot. Pour vrai, ça, c'est désagréable. Puis quand il reste un pied, là, pas toujours, là, mais à quelques reprises, puis c'est un pied, là, des fois, je suis généreux, là, c'est des gimmies solides, là, mais il va quand même aller de l'autre bord du trou pour voir c'est quoi son angle. Ouais. Une routine, les boys. Oui. Une routine, en tout cas, je vais peser mes mots ici, là, mais moi, Bryson, je souhaite de ne pas faire la cote. Yes, d'accord, OK. Tu te rappelles-tu c'est Camilo Vargas, c'est-tu comment il s'appelait? Oui, Roy Vargas, oui. Il se laissait à terre quasiment pour ses potes, là, avec Cobra. Ça, c'était malade, ça, avec ça. Tu fais là, lève-toi. La gamme de Grace. Ouais. Toi, Corp, ton deuxième nom, ce serait quoi? Moi, j'ai Justin Thomas, deuxième. OK. Justin Thomas, c'est un long cogneur. C'est un gars qui... c'est rare qu'il sort une ronde extra flashy. C'est un gars qui va finir ses 4 journées à -1, -2, -3, mais va toujours être in the hunt. Puis il va arriver le dimanche, il va être in the hunt. Il n'a pas closé aussi souvent que j'aurais voulu, mais il va être là. C'est pour ça que je le mets deuxième. OK. Moi, j'étais allé avec Justin Thomas aussi, David. Ben voyons, JF. Ouais. Je l'aime bien. Notre podcast. Ouais, je sais, mais tu sais, j'ai pas mis Deschambault dans mon top 2. Mais non, Thomas, c'est un gars que j'aime bien parce que justement, c'est un gars qui est régulier. Il ne fera pas un +3 puis un -4. Il va faire des -2. Toutes ses rondes, finir à -8, puis il va être dans la course partout tout le temps. Merci de répéter exactement ce que je viens de dire. C'est ça que je viens de dire. Je suis d'accord avec toi. C'est ça que j'ai dit. La collaboration, c'était clair. C'est rare qu'on est d'accord, David. Il faut en profiter. Ouais, c'est ça, on va le prendre. Troisième, tu as dit John Ram, Max?
Ouais, Ouais. j'aime ça. Moi, j'ai un long shot parce qu'il va être rouillé, mais j'ai Brooks Koepka. OK. J'aimerais ça voir Koepka. Tout est à 5 ans. Il est fatigué, lui. Qu'est-ce qu'il y a? C'est sûr qu'il y a le même. Ouais, mais Non. je vais y aller moi avec DeChambeau troisième parce que je le vois au top 3, mais Kepka il est dans mon top 5 pareil. C'est mon, Mais c'est je pense mon, qu'il y a des bonnes c'est mon- odds aussi. ouais, Ouais, c'est ben, mon cinquième oui. que vous n'avez pas, c'est sûr. Là. Mais c'est un gamer, là. Tu sais, Koepka, c'est un gars qui amène de la pression, tu sais, justement. Si je vois un gars arriver qui n'a pas joué gros cette année puis le faire, c'est lui. Et tu peux jamais le count-out, là. Il est Ben, très solide. Ouais, le Master des dernières années, là, il me semble qu'il y a tout le temps un vieux de la vieille. Là. Tiger Woods l'année passée, Ouais. Garcia, il n'y a pas si longtemps, 2017 peut-être. Il y a tout Ouais, le temps là, un c'est- vieux de la vieille qui arrive. Ouais, tu sais, mettons, c'est vrai. Phil Justin Mickelson, Rose ça, l'a fait-tu cette année? Ouais, il le fait, mais c'est Non, drôle mais parce tu que sais- je l'ai plugué d'un nom, puis François-Étienne, il dit si j'ai engagé sur un qui ne fera probablement même pas à cote, qui est d'un haut placé, c'est Justin Rose. Puis Oui, je ouais. me souviens pas de son argument exact, mais écoute. Mais il disait tout qu'il se jouait peut, juste là. pas bien dernièrement. Il c'est ça. n'y a pas une bonne game, fait qu'il disait lui, prends-les pas dans ton pot. Ouais. Et oui, c'est Ouais. vrai, il nous a dit si il remporte ou s'il performe bien cette année, il dit je vous donne le droit d'aller sur Twitter puis m'envoyer promener. Ouais, exact. Wow. Fait que moi, Il bien dit- performer, c'est faire la cote. Quand même. Quand même, c'est possible. Non, mais tu sais, il y a tout le temps un nom backdoor qui arrive au Master. Ouais. Tu sais, je trouve que c'est le tournoi que ça peut arriver. Ouais. Je trouve plus que les autres. C'est vrai, Ouais. c'est une grosse fin de semaine. Puis là, c'est sûr que le fait qu'il n'y a pas de spectateurs va sûrement aider des sleepers, des gars qui ont tendance à choquer sa pression un peu. Verront peut-être pas la pression de la même façon en fin de semaine. Ouais, Ouais. exact. Hey, numéro 4, mon Max. T'avais-tu un 4? Numéro 4, c'est qui j'ai dit? Non, c'est Bryson DeChambeau, mon 4. OK, J'ai parfait. Dustin, McElroy, Ram, DeChambeau. OK. OK. Moi, c'est Kepka, je l'ai dit juste avant, mais je OK. pense Puis qu'il... moi, j'ai John Ram. Fait qu'on est pas mal tous dans le même. En même On voit un position. top 5 assez similaire. Ouais, d'après moi, c'est là qu'on va se démarquer un peu, par exemple. Là. Président, ouais. Moi, je Ouais, l'ai G. dit tantôt avec François Étienne. Moi, Le baquet. Ouais, le paquet Patrick Reed. Pour moi, c'est lui qui va sortir. Il a déjà gagné, je pense. Je ne te dis pas qu'il va gagner cette année, mais je pense qu'il est capable d'être dans le top 10 ou dans le top 5 cette année. Là. Je pense qu'il a gagné, il sait comment le jouer. Oui, définitivement. C'est un long shot, mais c'est pas un mauvais pick. Ouais. Max. Max, il ne revient pas. Là. J'ai goût de prendre Justin Rose rendu là. Prends-les, j'aime ça. Oui, mais moi, j'ai regardé la liste, puis c'est Corb, il en parlait tantôt, il y a tellement des Schauffele, des Morikawa, je pense. Puis, Moi, mon 5, Wolf, c'est Morikawa. C'est qui, ouais. Morikawa, quand il a gagné son tournoi cette année, je me souviens pas lequel. Comment je dirais ça? C'est un gars précis, là, mais précis. Là, je ne sais pas comment le dire autrement. Il met la balle où il veut la mettre, puis je vois ça, je pense qu'à Augusta, comme François-Étienne nous disait plus tôt, c'est ce qui est, oui, les longs cogneurs, il y en est un, mais aussi la deuxième shot est très, très, très importante là, parce que les greens semblent être un niveau de difficulté assez élevé, disons. Effectivement. C'est pas lui qui a comme 2 trous d'un coup dans un même tournoi, dans une même ronde cette année? Ouais, c'est lui ou Wolf. Il me semble que c'est un des deux. C'est Wolf, je pense. Bonne question. Je regarderai ça, mais il me semble que c'est lui. Je pense que c'est 2 all-in-one ou un all-in-one puis un autre qui est un gimme, là, les yeux fermés. Là, quelque chose de ridicule. Là. Ça aurait été une belle soirée pour toi, ça, Corb, hein? 2 all-in-one, il prend 2 semaines de vacances. Ben, 2 dans la même ronde, là, vraiment. Je me shotgun une coupe de canettes back-to-back. C'est bon. D'ailleurs, en carrière, j'ai un all-in-one. Ah ouais? Même pas une game officielle. En enseignant encore, je suis au trou numéro 2 du FAB au UFO, c'est 100 verges, là, 92 verges. J'ai mon lob wedge. Là, je donne un cours à une famille sur le terrain. Puis là, je leur explique quelque chose. Puis j'ai vu une balle. Balle Bob l'éponge. Elle me flippe ça en avant de moi. Je suis sur le terre de départ, pas de tee. Je grab ça. Puis là, j'ai regardé comment je vais monter ici. Bang. Puis là, regardez pas où est-ce que la balle va, mais regardez juste mon mouvement ici. Pow, je frappe la balle. Tao. Ah, ouais, hein? Mais moi, j'ai assisté à mon premier cette année. J'étais avec mon oncle qui joue jamais. Okay? Puis on est sur un par 3 au golf à la chute. Puis
Moi, je frappais un pitch. Fait qu'on parle vraiment, mettons, 130 verges. Lui, il avait son fer 8, puis il frappe, puis il est sûr qu'il s'en va dans la trappe de sable, puis il se revêt les deux bras de même en nous regardant. Tu sais. Oh, je m'en vais dans le sable, il était choqué. Puis j'étais avec un autre monsieur que je connaissais pas. Puis là, on voit, tu vas l'aimer, celle-là. Puis là, elle roule, puis elle tombe dedans, mais j'étais plus heureux que lui. Tu sais, fait que j'imagine que le fer, ça doit être quelque chose. Ouais. Bob l'éponge. Bob l'éponge, hey, le boîte, j'ai flippé, je suis parti à courir. Hey, ils ont dû dire on a un excellent coach avec nous. Ben, c'est-tu vendeur, ça? T'appelles ta famille, let's go. Close le deal. Hey, on prend le bacon. Ouais, c'est ça. Malade. Ah, c'est malade. Ouais. Hey, mais je nous souhaite quand même un Tiger Woods dans la course pareil en fin de semaine. Ben, écoute, je me suis forcé pour ne pas le mettre, là, pour être un peu logique, mais on veut tout voir ça, je pense. Hein? Ouais. Tout le temps bon. C'est juste qu'il rugit derrière 4e, 5e, 6e, là, juste pour mettre de la pression un peu. J'arrive dimanche en dedans de 3-4 pins. Juste pour qu'on y croit. Là. Ça se peut, ça se pourrait. Là. Juste ça serait malade. Il n'y a rien qui bat ça. Il n'y a rien qui bat Tiger dans la course. Mais ce qui est le fun avec Tiger, c'est quand il y a des spectateurs, que là, il joue en avant de toi, puis là, tu entends la foule crier, puis là, tu dis, calique, tu regardes sur le tableau, il vient de couper 2 coups. C'est ça la pression Tiger Woods. Ben hein, oui. tu ne joues pas avec, tu ressens. Là, il n'y aura pas cet effet-là avec pas de spectateurs, mais quand même. Ouais. Ça serait bon. Ouais. Fait que, écoute, ça devrait être un bon tournoi. J'ai bien hâte. Ça a été repoussé un peu de quelques mois, mais le Masters, c'est un must en fin de semaine. Tu vas l'écouter, j'imagine, hein, Max? Oui. Tu nous as dit ça au début, tu vas l'écouter. Gros, tu vas avec ça. Gros timing d'un sens, pas trop de sport à l'horizon. C'est excellent pour eux, là, selon moi. Max, il ne nous reste pas beaucoup de temps parce qu'on est attendu dans un autre podcast, en fait, tantôt. Mais j'ai quand même envie de te donner la plateforme pour parler de l'ABC. Dernièrement, il y a eu beaucoup d'annonces. Fais juste me parler de ça un peu. Ben, on est dans un tournant important dans la haute performance au baseball au Québec. C'est un tournant super intéressant où on ne va pas juste faire du baseball, puis là, on ne fera pas d'autres sports, là, mais on augmente l'équipe qui va entourer chacun des athlètes. On s'est doté d'un préparateur mental de très haut niveau qui est Jean-François Ménard, qui travaille avec Michael Kingsbury, qui travaille avec Laurent Duvernay-Tardif, qui amène toute son équipe de préparateurs mentaux, qui va entourer nos joueurs régulièrement tous les mois d'une façon, que ce soit en workshop, que ce soit en rencontre 1 à 1, mais qui va être là, hands-on, toute l'année. Notre nutritionniste, nos 2 nutritionnistes aussi qui joignent à l'ABC, qui vont faire des plans personnels pour chacun de nos athlètes, qui vont faire des conférences, qui vont éduquer nos familles à comment bien s'alimenter. On continue à avoir Fred Rioux, qui est avec les Mariners comme recruteur, qui là, va venir analyser toutes les données qu'on va prendre sur les joueurs avec notre technologie qui est les Rhapsodo, les Blast. Donc, c'est des bidules qui nous servent à prendre des données. Mais un coup, tu as ces données-là, il faut que tu te dises, faut que tu extrais une analyse, il faut que tu les shrink, il faut que tu les places. Fait que là, lui, Fred Rioux, va tout placer ça bien droit, bien comme il faut, puis sortir des analyses pour nous aider, nous les entraîneurs, à diriger le joueur dans la bonne direction. Fait que, autant qu'on s'en va vers un peu le baseball majeur, vers quoi il tend, dans les spin rates, dans les exit velo, dans l'axe de rotation des balles. Donc, tout ça, on va s'en servir, puis on va éduquer nos joueurs, puis on va guider nos joueurs à travers ça. Donc, ça fait une équipe qui commence à être bien remplie, puis que ce n'est pas des coachs de baseball, c'est vraiment ce qu'on appelle une équipe de soutien intégré. Encadrer le baseball dans tout ça, tu sais. Oui, puis l'athlète au complet. C'est-à-dire que l'athlète qui va sortir de l'ABC va être outillé dans plus d'une sphère, puis pas juste bon à lancer une balle. Là. Il va être bon à réfléchir comme il faut, à s'alimenter, à être autonome, à comprendre les données qu'on lui donne, les chiffres qu'il atteint, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il peut faire avec ça. Fait que malgré la COVID et tout ce qu'il y a, ben, on rajoute une équipe très sérieuse autour de chacun de nos joueurs. Fait qu'on est bien content à Baseball Québec et à l'ABC là, de l'équipe qu'on est en train de créer. Oui, c'est une belle gang. Puis c'est une équipe de soutien qu'on n'avait pas du tout avant là, à l'ABC. Là. Il y avait quelques noms, là, mais là, c'est vraiment cette semaine, on a mis le paquet d'ajouter des noms. Puis je regarde la liste, on a Marc-Antoine Bérubé qui est encore dans ton équipe. Ouais. Cette année, vous avez ajouté Jonathan Lacroix. Dans Fleur de l'âge, encore Joe, puis il va aider les jeunes, c'est sûr.
Carl Gilina qui est là aussi. Ouais. Dans les entraîneurs, par exemple, si on parle plus du coaching staff, là. Mais tu as Marc-Élie Toussaint qui est là depuis un bon bout. 25 ans, Marc-Élie. Marc-Élie, là, il a vu l'ABC de naître prendre forme au fil des années. Marc-Élie qui a entraîné des Georges Saint-Pierre, des grands sprinteurs, mais des grands sportifs aussi à la course. C'est un gars qui a tellement d'expérience. Puis Carl Gilina, ça fait 10-11 ans qu'il est à la capitale de Québec. Il a joué avec les Angels. Joe Lacroix prenait encore des swings avec des gars. Là, on travaille plus en sous-groupe, mais il prenait encore des élans avec les gars. Puis le son que la balle a fait quand il frappe avec le bat de bois, c'est une coche en haut de nos gars. Fait que c'est inspirant pour nos gars d'être bien encadrés, autant au niveau coaching baseball qu'à l'extérieur. Fait que, ouais. Puis on a notre thérapeute aussi. J'en ai pas parlé, mais ça fait 2 ans, là, Tristan Castonguay, qui est avec nous autres, qui fait un job exceptionnel. Fait que, tu sais, le gars, il est bien dans sa tête, il se nourrit bien, il est traité quand il y a des bobos ou avant qu'il y ait des bobos. Il est bien coaché au baseball. On va avoir encore un beau calendrier cet été. Je veux dire, l'ABC, c'est un beau fleuron québécois, puis je pense qu'il faut être fier quand on réussit à percer cet alignement-là parce que c'est pas tout le monde qui peut y aller. C'est pas tu t'inscris, il faut être sélectionné. C'est pas parce que tu as de l'argent qu'il faut aller là. Faut que tu sois bon au baseball, il faut que tu sois la crème de la crème. Et en plus, on en fait un beau succès présentement encore. Puis j'imagine qu'il y a des joueurs qui hésitaient un peu. C'est juste du bonbon de plus à offrir. Quand vous voulez attirer des joueurs, s'ils hésitent un peu entre les universités ou les collèges américains, puis ou à rester ici puis se développer au Québec, plus que tu as de noms crédibles, plus que tu as de ressources, ben c'est sûr que ça va aider à garder les gars ici. Là. Exact. Puis nous autres, en fait, il faut les envoyer quand ils sont prêts. Fait que, collège américain, université, là, tu vas y aller quand tu vas être prêt. On va négocier la bourse avec toi, que tu aies une bonne bourse, que tu sois dans un bon stage. Fait que, nous autres, c'est équipe nationale, université ou collège américain, puis le baseball majeur. Fait que c'est pas mal nos 3 gros objectifs où ce qu'on tourne, où ce qu'on veut faire drafter des gars, puis on veut placer des gars pour étudier aux États-Unis avec une belle bourse, puis continuer ton cheminement. On est comme un tremplin. Fait que, tu sais, on pense que là, on vient d'élever notre tremplin. Là. Il est pas mal plus haut qu'il était, puis notre gars va être capable de sauter plus haut, va être capable d'aller chercher une meilleure bourse, meilleur encadrement scolaire aux États-Unis. Et je pense que c'est un autre niveau. Oui, puis vous avez annoncé hier, en fait, Robin Villeneuve qui a signé justement aux États-Unis. Vraiment content. Robin Villeneuve, c'est un moment qui est particulier où on avait maman, papa sur le Zoom avec Bergie, moi. Puis là, on discutait, puis là, il signait sa feuille d'engagement, sa lettre d'intention qu'on appelle, qui est avec la bourse, puis avec tout ce qui est inclus, puis les signes officiellement qui s'en vont au Texas. Normalement, on fait ça live. Là, on a fait ça en Zoom, mais c'est un moment particulier pareil parce que, on travaille tout pour ça. Puis le jeune met les efforts depuis longtemps pour ça, puis là, ça se réalise dans une super belle circonstance en plus avec pas beaucoup de frais à payer. Fait que c'est un beau moment, ouais. C'est tant mieux. Hey Max, je te remercie encore une fois de ta présence. Les boys, Merci anytime. Venu, Max. On a plein de sujets à parler dans les prochains mois, fait que c'est sûr qu'on va te réinviter. Puis si je veux pas t'inviter, David va vouloir absolument que je t'invite. C'est bon. Fait que je vais on se reparle après le Masters, voir qui avait les meilleures prédictions. Ouais, mais là, attends, si on met 5$, on garde notre 5$ parce qu'on a le même winner, c'est ça? Ah, ben non, mais moi, je vais en nommer un autre à la place. Là. Attends, OK. Samedi matin, on se texte puis on se prend un winner. Parfait, excellent, j'aime ça. Ça, j'aime ça. OK. Yes, sir. Attention à toi, Max. Salut, Max. Merci, boys. Salut. Ciao. Corb, écoute, habituellement, on fait un petit segment actualité. On peut prendre un petit 5 minutes si ça te tente. Genre, juste parler de, mettons, de la NFL. Écoute, de quoi tu veux parler dans la NFL? Écoute, tu le sais bien que moi, je suis un fan de Brady et qu'il a mangé une claque hier. Fait qu'on voulait parler de ça un peu. Je continue à croire que les Bucs n'auront plus aucune défaite cette année, malgré tout. Mais, écoute, tu penses ça depuis un bout, là, parce que je me souviens de tes prédictions de début d'année. J'ai dit 3 défaites. J'ai dit 3 défaites cette année. Ouais, ils sont déjà là, puis on est à mi-saison. Ouais. Fait qu'il reste encore beaucoup de temps à faire. Va voir l'horaire, tu vas voir. Ouais, j'ai vu qu'il y avait un horaire assez favorable. Ouais. Tommy, c'est ça que je t'ai dit tantôt, mais moi, je trouve que Tom Brady a eu l'air vieux dimanche soir au Sunday Night. Je trouve que ça fait 2 fois cette année, en fait. La première game, je l'excuse, c'était un peu croche, mais bon, il n'y a pas de problème. C'est des choses qui arrivent, une nouvelle équipe. Mais ça fait 2 games, je trouve qu'elle a l'air vieux à certains moments. Ouais. La fois, là, comme ça, là, je vais te le rappeler. Là.
Ouais, mais c'est les deux matchs contre les Saints, on va se le dire. C'est ça. Puis mon autre point, parce que pour que vous sachiez, avec GF et d'autres gars, on a un pool. Un pool, c'est facile à gérer, mais c'est des équipes. Quand tu prends une équipe gagnante et une équipe perdante, quand une équipe gagne, c'est un point. Quand l'équipe qui dit qu'il va perdre perd, tu fais un point. GF a les Bucks et les Dolphins. Et moi, je vois les Dolphins avec Tua. Je les vois surprenants d'ici la fin de l'année. J'aime le petit Tua depuis quelques années, depuis ces années à l'université. Mais il a remplacé Ryan Fitzpatrick. Malgré une première game très difficile, il a gagné sa game pareil. Un peu comme Tim Tebow le faisait à l'époque avec les Broncos, là, un peu tout croche, même pas sans verge par les airs, mais qui a gagné. Mais là, il est arrivé dimanche-ci. Il a fait des très belles passes. Il a bien géré l'attaque des Dolphins. Puis moi, je vois les Dolphins en gagnant encore un autre 2-3 d'ici la fin de la saison. C'est clair que ma prédiction de départ prend le bord à cause des Dolphins. Corb, je veux remercier encore, avant de quitter, nos deux partenaires. Aujourd'hui, c'était Norton Baller. Les gens qui veulent profiter d'un certain rabais pour leur première série de vêtements. NortonBaller.com, il y a des rabais sur le linge. On dit salut encore une fois. Puis je veux juste rajouter pour Norton Baller, c'est... Ouais. Michael nous a expliqué un peu le concept là, parce que moi, ça m'intéressait. On ne veut pas juste avoir des partenaires pour avoir des partenaires, mais lui, ce qui est arrivé, c'est qu'il se rend compte qu'il ne voit plus comme dans notre jeune temps là, des familles sortir dehors pour aller se lancer à la balle, jouer au hockey dans la rue, aller jouer au basket dans les parcs. Le monde sort, il faut qu'il aille performer ou quoi que ce soit. On ne fait plus juste jouer. Puis à un moment donné, il est sorti, puis il s'est dit « Why not? J'ai goût, moi, de recommencer ça. » Puis Norton Ballers, parce que c'est un gars du Nord, là, avec Olivier. Je ne sais pas, Olivier vient de où? Je sais que Michael est de Tremblant. Il est à Mirabel, je pense. À Blainville, je crois, Olivier. OK. Ouais. Mais c'est deux gars de la Rive-Nord, en fait. Puis le nom, le branding est vraiment beau. Les vêtements sont vraiment confortables. Pour vrai, je suis pas à mon premier. Je suis pas à mon dernier, pardon. Oui, exact. Puis deuxième partenaire aujourd'hui, c'était Construction Solimax, notre ami Joe Grenier, 514-290-2326 si vous voulez le contacter. Contracteur général sur la Rive-Nord depuis 20 ans. Super bon body. J'ai joué à balle pour la première fois cette année avec, puis j'ai vraiment, vraiment trippé avec Joe. Donc, prenez le temps de l'appeler si vous avez besoin de quelqu'un en construction. Puis, encore une fois, on vous invite à aller lesagentlibres.com sur notre site qui vous amène directement sur notre page YouTube. Tous les vidéos sont là. Facebook, évidemment, on partage du stock. Twitter, on est moins là sur Twitter, mais on essaye de venir nous jaser. C'est sûr qu'on va vous répondre. Puis, aussi, je veux rajouter, vu que c'est notre première de la saison 2, on a une grosse saison là, qui s'en vient. Ah, ouais. Restez à l'écoute. Là. On a des gros invités assez surprenants. Tu peux parler de notre prochain invité, si tu veux. Notre prochain invité, en fait, c'est une Québécoise qui excelle maintenant dans la NFL. Elle a commencé, elle a fait ses classes avec les Alouettes, les Argonauts dans la CFL. Et maintenant, elle emploie des Eagles de Philadelphie, Catherine Reich, qui est dans un bureau, qui est à l'évaluation des joueurs, en contact pratiquement direct, je dirais, avec le GM des Eagles de Philadelphie au jour le jour. 30 ans, je pense, une carrière qui monte en flèche. C'est vraiment intéressant là, ce qu'elle a à dire. On en apprend un peu plus. On va en apprendre un peu plus sur comment ils recrutent, comment que ça se passe dans les bureaux de la NFL. Oui, pour vrai, c'était vraiment, vraiment sharp. Puis je termine en disant que vous allez pouvoir nous voir sur TVC d'Argenteuil encore une fois. C'est eux qui ont créé notre logo, ils ont créé notre intro que vous avez vu au début. Ils sont vraiment embarqués avec nous dans le projet, fait qu'on les remercie encore vraiment beaucoup. Donc, tous les jeudis soirs à 19h, environ 19h30, MATV, ceux qui ont Vidéotron, vous pouvez nous voir sur ce canal-là, en fait, sur MATV. Yes! Corb, un gros merci pour le show de cette semaine. Ça commence pas mal bien la semaine, je trouve. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Ça commence bien la saison. J'ai dit la semaine, mais la saison. J'ai très, très hâte là, aux semaines à venir. Yes. Merci, Corb. Merci à tout le monde d'avoir été là. Ciao. Merci. Hey, bonne soirée.